Tu peux pas mettre un t-shirt par contre? Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Corbac, par visio interposée, pour parler de The Old World et répondre à cette question existentielle. Warhammer The Old World est-il le meilleur jeu Games Workshop depuis 20 ans? Alors, bonjour Corbac, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je cherchais quelqu'un pour parler de The Old World, et comme ton oncle Bruno Le Maire est assez bien placé, je me suis dit que ce serait un bon plan pour la chaîne de t'inviter. C'est bien comme intro. C'est important, il faut mettre à genoux tout ce qu'on peut. Donc, Bon, blague à part, on te connaît sur les réseaux pour ton expérience pour les tournois, notamment 40 000, mais aussi Battle, puisque tu as joué en V7 et en V8. Donc on peut dire que tu es un vétéran du hobby, que tu as une vision un peu globale du truc, et surtout compétitive, ce qui n'est pas forcément celle de la chaîne, donc ça c'est intéressant. Donc est-ce que tu peux te présenter succinctement ton petit CV Battle, s'il te plaît? si CV Battle, alors mes premières figurines où je suis rentré dans le hobby, c'était en 97-98, c'était des figurines de Battle. C'était la fin de la V5 de Battle. J'avais commencé à m'acheter les premières boîtes. À l'époque, il y avait des hauts elfes, il y avait des bretoniens, hein, tout le monde a des défauts. Et j'avais commencé une petite armée de mercenaires, hein, gamme que Game Workshop a arrêté très rapidement après. J'ai toujours eu le nez fin pour ça. Et après, je suis passé sur 40K. C'était le moment de la V6 de Battle, où je jouais, mais comme un enfant, je jouais avec des soldats dans sa chambre. Et l'aspect Battle, où j'ai commencé à monter, à m'intéresser un petit peu plus aux règles, à commencer les premiers tournois, c'était en V7, où j'ai fait une petite dizaine de tournois, entre 10 et 15. Et en V8 aussi, V8 avec une dizaine de tournois, à peu près autant. Une version que j'ai moins appréciée, la V8, une létalité qui était vraiment, qui me convenait pas. Ce qui faisait qu'on s'amusait beaucoup plus en fait en V8, dans les parties garage, à faire des tempêtes de magie, des équivalents des apocalypses où on mettait 4000 points chacun, on était 6. Ça prenait la nuit, on avait des fois des canettes de bière en tant que pilier de pouvoir, enfin c'était du grand hobby. Mais, Du on hobby de prenait beaucoup qualité plaisir supérieure. par rapport à ça. Exactement. Et du coup, moi j'ai vu la fin de la V8. Alors en soi, la V8 en soi, qu'elle se termine, ça me déplaisait pas forcément parce que c'est pas une version que j'appréciais. J'étais déjà repassé sur 40K à ce moment-là. Mais voilà, quand Age of Sigmar V1 est sorti, ça me convenait pas. C'était pas ce que j'attendais du hobby. Et donc c'est là où j'ai fait un vrai virage pour passer quasiment plus sur du 40K pendant quelques années. Ouais. Oui, alors justement, c'est un petit peu aussi pour ça que je me suis rapproché de toi pour cette vidéo. Alors, on était un petit peu sérieux quand même, hein. Bien sûr, tu n'es pas le filleul de Bruno Le Maire, hein. Voilà. Mais d'Emmanuel Macron. Mais c'est parce que toi, tu as quitté l'univers de Warhammer, même de Games Workshop, et notamment de Warhammer 40 000, Ouais. après, à la fin, au milieu de la V9 et au niveau de la V10. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas passé le pas. Ouais, c'est ça. Et t'étais parti sur d'autres jeux, à savoir par exemple Star Wars Légion. Donc là, on avait un petit peu perdu notre Corbac, si j'ose dire. Hein, voilà. Et voilà, si j'ose dire, c'était un poids du hobby qui était parti ailleurs. Hein. Ouais, ça se tient au propre que vous figurez. Hein, et par nos amis communs, notamment Creed, qu'on va saluer, j'ai appris dès le début de The Old World que tu t'y étais remis et que tu trouvais que les règles étaient équilibrées et que le jeu te paraissait bon. Et c'est toi qui, lors sur un forum, enfin pas sur un forum, mais dans une vidéo, où tu étais dans le chat, qui avait dit The Old World, meilleur jeu Games Workshop depuis 20 ans. Et sur le coup, j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il aurait pas raison? Donc, et pourquoi cette affirmation, s'il te plaît, d'abord? Pourquoi cette affirmation, globalement, c'est lié à justement à ma coupure avec Games. Je me suis rendu compte en fait en milieu de V9 que je ne m'amusais à Warhammer 40 000 que quand je m'entendais bien avec la personne qui était en face. C'est-à-dire tant que je jouais avec un copain en milieu cool, etc., on s'amusait. Mais dès qu'on était sur une partie un peu compétitive, je prenais pas forcément de plaisir sur la partie en elle-même. Et si le mec en face n'était pas plus sympathique que ça, bon allez, on passait 2 heures, 3 heures à lancer des dés. À la fin, on rendait une feuille de score, mais il en sortait rien, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était j'ai tenu le match-up, il n'y a pas eu de déchat, il n'y a pas eu de chagat, donc
voilà. Et j'avais perdu un petit peu ce mojo-là avec la V9. J'ai eu beaucoup d'espoir pour la V10 et ça ne m'a pas correspondu, enfin, ne me correspond pas non plus. Et du coup, en effet, je suis passé sur Star Wars Légion, qui est un jeu vraiment très très bon, avec beaucoup de qualité, et puis une communauté qui est vraiment fantastique en France. Très bienveillante, très ouverte, une communauté qui se bouge à fond pour faire vivre le hobby, etc. Donc, vraiment, vraiment très, très cool. Et je m'attendais à rien de The Old World. Je m'attendais plus ou moins à être déçu, globalement. Je m'attendais à ce qu'ils essayent juste de capitaliser en mettant des socles carrés et en foutant des figurines un peu à l'arrache. Et, enfin, je m'attendais à du travail bâclé de Game Workshop, quoi. Et du coup, j'y suis allé en me disant, ça va être nul. Enfin, on va le lire, mais ça va être nul. Et c'était bon, en fait. Bah ouais. C'était juste bon, c'est bien écrit. Les règles sont un mélange de V6, V7, un petit peu de V8, Warhammer Ancient Battle, enfin beaucoup de choses bien, bien sympathiques. Je m'amuse toujours à chercher un petit peu les failles. Je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 éléments qui méritent d'être éclaircis par des facs, et c'est plus des éclaircissements parce que c'est des changements de jeu et c'est pas vraiment des points qui sont totalement bloquants. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça que je demande à Game Workshop, en fait. Ok, il y a l'univers qui est autour qui est fantastique, hein, l'univers de Warhammer Battle. Il est grandiose, il a été repris par le Total War Warhammer. Enfin, il y a plein de gens aussi qui rentrent dans le hobby grâce à ça. Mais là, ils me vendent un corpus de règles où, j'ai pas l'impression qu'ils essayent juste de me vendre de la figurine. Ouais. Bon, après, ça reste Game Workshop, hein, et puis tu connais mon avis là-dessus. Mais par rapport à leur politique de prix et politique client, etc. Mais j'avais un produit qui était en fait un produit propre. Et j'ai vraiment pas l'impression que Game Workshop nous a sorti un produit propre depuis sûrement 20 ans, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est un petit peu la même chose que j'ai ressenti. Et au-delà de ça, le fait que c'était un produit fini. Et Exactement ça. ces dernières versions de Warhammer 40 000 notamment, ou même d'autres jeux, on a l'impression que, et alors c'était particulier pour la V9 de 40 000 et la V10, que c'était un produit non fini, non testé, qui, type Votan, ça sort, il s'est faqué avant même que le codex sorte, et ainsi de suite. Et là, même pour ce qui est des Legacy, moi tout de suite je me suis dit c'est là que le bas va blesser. Et en fait, comme ça a été écrit pour être des livres d'armée, eh bien quand on joue en Legacy, on l'a vu sur la chaîne avec JB, et c'est aussi avec les échanges avec les anciens du Warfall, les JB, les machins, les trucs, ou même les anciens de la compagnie Valdemort, en regardant les listes d'armées qui se font même à petit format et ainsi de suite, et on a un jeu qui est équilibré. On n'a même plus d'ailleurs tous ces déséquilibres de la V8 à cause de la magie ou du fait que tu mets un éthéré en tête de gondole, le mec tu peux pas le toucher, blablabla, ou alors tu mets tes cavaliers bretoniens en ligne, et puis voilà, enfin qui sont des failles du jeu. Et effectivement, quand on est un joueur un peu vétéran, on les sent vite. Et puis alors toi, comme t'as l'esprit tordu, c'est la première chose que tu cherches, hein. C'est Oui. bon, alors c'est pas bien, tu sais. C'est pas bien, mais je le ferai quand même. Et effectivement, en discutant avec toi, mais tu me dis, mais et c'est vrai, il y a 2-3 petits trucs, certainement des sorts qui sont un tout petit chouille patate ou des trucs comme ça, mais ça amènera une fac et non pas un data slate, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, pour moi, la V10 de 40K est en effet le pire produit qu'ils aient sorti. C'est-à-dire que la version de base n'est pas jouable. C'est-à-dire quand tu la prends en sortie de bouquin en juin ou en juillet de l'année dernière, avec les index, tu avais l'Eldar, tu avais le Space Marine en Death Watch qui te mettait 60 BM par tour. Et là, tu dis, donc là, vous nous dites que la létalité a baissé, les gars. On peut parler 5 minutes ou c'est comment? Et j'avais peur de ça, en fait, pour The Old World. Je m'attendais vraiment à un univers déjà entre les armées standards, où en gros, tu dois payer ton bouquin, et les armées Legacy. Mais en fait, non. Pas du tout. L'équilibrage est bon. Tu peux tout jouer. Moi, je joue Nain du Chaos, hein, comme JB. C'est une armée Legacy, et j'ai pas de problème pour jouer, en fait. On a du compte vampire au club. On a un joueur bretonien qui est en train de passer sur l'Elfe Noir. Il prendra autant de plaisir à jouer Elfe Noir avec juste le PDF que à jouer son armée plus son arcane journal. Et l'un des points où j'avais vraiment peur aussi, hein, c'était les arcanes, voilà, les suppléments. Je m'attends vraiment à ce qu'on tombe dans du Game Workshop standard, c'est-à-dire le supplément Revolution 2, 300 objets magiques, cale sans faille, 250 règles spéciales. Ah non, pour l'instant, ils nous donnent quelques objets magiques en plus, qui sont cool, mais pas forcément indispensables. Il y a des restrictions. Ceux qui sont forts sont jouables que dans les listes armées alternatives. Mm.
Je pense notamment en bretonien, tu as une bannière qui donne un mouvement d'avant-garde aux chevaliers. Donc tu le files sur tes chevaliers Pégase parce que tu es un bourrin. Bah, tu peux, mais tu peux pas le mettre dans une armée standard. Donc ça sera en exilé, tu n'auras pas de duc. Enfin, et tu as vraiment l'impression que dès que tu veux aller chercher la faille, il y a déjà un petit stop. Et en fait, tu as vraiment l'impression qu'ils ont testé leur produit, quoi. Ouais. C'est plaisant. Mais c'est exactement ça qui ressort des discussions, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ouvres une porte, tu en fermes une autre. Et c'est jamais toutes les choses qui sont ouvertes en même temps. Donc si tu fais un choix, ça veut dire que tu t'enlèves des options sur d'autres choses. On peut penser par exemple aux elfes. À partir du moment où tu vas prendre un mec qui va pouvoir aller dans tes gardes maritimes, il sera pas autre chose, ça va l'emmener sur telle ou telle option qui seront souvent d'ailleurs ou gratuites ou pas très chères, et ça aussi c'est sympa, mais du coup pas pété, mais ça va te fermer à plein d'autres choses. Tu parlais des contes vampires, en regardant les listes contes vampires possibles, il y a des trucs vraiment super. Le fait de pouvoir passer des unités, alors c'est souvent des choses qui existaient d'ailleurs dans les anciennes versions, hein, mais pouvoir passer les chevaliers noirs par exemple, que tu vas pouvoir passer en base ou ainsi de suite, mais à ce moment-là, va te falloir un guerrier, va te falloir un roi sorcier, ou va te falloir un crypte machin ou un truc. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça veut dire que tu orientes tes listes, que tu as des listes à thème naturels. Et en plus, avec les arcanes journal, effectivement, on a vu là les armées de croisade, les choses comme ça. Et moi, je m'attendais à ce que... Ah ouais, armée de croisade, ça va être pété, point terminé. Bah non, en définitive, parce qu'il y a des restrictions qui t'empêchent d'avoir les choses fortes de base, et c'est vraiment bien. Le jeu est vraiment, vraiment bien. D'autant plus que il y a un autre point aussi, et je voulais ton avis là-dessus, c'est que le ticket d'entrée, avec le bouquin plus les deux, si on veut, les deux bouquins index, on va les appeler comme ça, bah, le ticket d'entrée est pas très élevé. Hein. C'est même plus que raisonnable pour un produit Game Workshop. Et puis, on en parlera après, mais à partir du moment où tu es dans une association, je pense qu'une association peut largement acheter le format ePub sur le site de Games et le mettre à disposition pour les mecs qui veulent débuter, qui veulent découvrir les règles. Et après, quand ils auront choisi leur armée et quand ils auront fait les éléments, là, ils se prendront le bouquin, parce que c'est quand même plus agréable d'avoir le bouquin pour jouer que de galérer sur l'application PDF du smartphone. Hein. Pour moi, sur parole, avec les nains du chaos, je me pose même la question de me faire imprimer mon PDF Legacy avec une couverture solide. Ah bah, il y en a beaucoup qui le font, et en plus... on peut commencer pour... Alors, pas cher, ça reste du jeu Game Workshop, ça reste du Hobby Pitou, ça reste un prix quand même, hein. On n'est pas... C'est pas 5 € pour commencer au jeu, c'est pas un gacha sur téléphone. Mais par rapport aux autres produits Game Workshop, on est vraiment sur un produit qui est ouvert à beaucoup plus de bourses que d'autres, quoi. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis aussi, et ça va nous emmener certainement vers la deuxième question. À savoir, est-ce que ce sentiment est largement partagé parce que on voit la communauté, notamment la communauté du Warfall, la communauté francophone, sur Facebook aussi avec Warhammer 2. The Old World, pour le FR notamment, et d'autres, une volonté de faire du FR, une volonté de traduction globale, une volonté de traduire le Legacy, et ainsi de suite, et même de faire des couvertures rigides. Tu parlais de couvertures rigides pour les guerriers du chaos. J'ai vu les nains du chaos, pardon. J'ai vu des gens qui ont carrément fait des couvertures, des choses comme ça. On voit plein de choses qui pop pour la magie, des gens que ça motive, qui font des artworks ou des cartes et ainsi de suite, qui font des datasheets aussi en mode V10 pour The Old World. Ça prouve bien qu'il y a une lame de fond par rapport à ça. Je veux dire, si tu sens le jeu un peu mitigé cochon d'Inde, tu y vas pas comme ça en fait. C'est l'univers qui te motive à te dire tiens, je vais faire mes cartes comme ci, je vais faire mes cartes comme ça. Je pense. Hein. Ouais, clairement. Et puis surtout, on est vraiment sur un hobby, on pourrait appeler un petit peu à l'ancienne, où c'est une communauté qui va le faire vivre plus que l'éditeur, tu le sens. Enfin, tu sens que Games, ils sont perdus au niveau des commandes, et tu sens que c'est compliqué pour eux, qu'ils ne s'y attendaient pas, enfin, on en parlera plus tard. Ouais. Et là, tu sens que la communauté est prête à dire, ok, là, vous nous rendez notre petit bébé, vous nous rendez notre bijou, on va pas vous laisser faire n'importe quoi avec. Mais quelque part, il y a une notion dont on va vous soutenir aussi. J'ai l'impression. Oui, après, moi, tu connais mon côté un petit peu tout blanc ou tout noir, hein, moi je suis un petit peu binaire sur ça.
Mais clairement, tu sens même, tu prends les gros événements américains qui apparaissent. Le Game Workshop est arrivé en disant ah, regardez les Legacy, les gars, c'est ok, mais c'est pas en tournoi. Et t'as tous les règlements américains, les mecs ont fait ouais, super. Donc nous, les Legacy, ils sont autorisés. Ah, ouais, oui, en fait, ça reste notre jeu, en fait. Ouais. On reste propriétaire de ce qu'on en fait. On reste le gardien de notre âme, si tu veux, pour reprendre le poème Victus. Non, mais tout à fait. Et je crois qu'il... Alors, ça va être à Games Workshop de pas merder là-dessus. Mais je crois que là, ils ont une ouverture par rapport au fait de récupérer une grande partie de leur communauté qui leur avait tourné le dos, ou tout au moins qui était, on va dire, de profil. Et là, c'est intéressant ce qui se passe parce que j'ai l'impression que il y a de la bienveillance par rapport au fait qu'effectivement Games Workshop a envoyé un produit fini, un produit qui est pas trop cher, qui est je veux dire voilà, enfin aujourd'hui tu achètes la boîte, alors Orc ils ont été complètement dépassés donc elle est pratiquement très difficile à avoir, mais par exemple la boîte nain ou quoi, t'as 70 figurines, ça va te coûter 130 balles, t'es à moins de 2 euros la figurine, même en impression 3D ça touche pas terre quoi, enfin je veux dire et ça c'est incroyable, je veux dire on est sur des coûts qui aujourd'hui dans le monde de la figurine actuelle, même si on considère des boîtes comme Zombicide, Asmodée, machin truc bidule, où on est sur des coups avec des figurines qui, même si certaines sont anciennes, c'est vrai, plastique qui ont plus de 10 ans, sur les modèles, en définitive, on est quand même sur la figue qui est quand même plus qualitative. Si on prend par exemple du The Old World, par exemple, du Assoif par exemple, en fait, la figurine d'il y a 10 ans de chez Games, elle est quand même plus quali que le Lannister de la boîte de base. Oui. Voilà. Et on a quand même des boîtes à 70-80 figurines enfin, c'est moins de 2 euros la figue, quoi, avec des gyrocoptères, des ceci, des cela. Enfin, vraiment, enfin, tu te fais plaisir. C'est pas... on est loin du start collecting Battle Patrol avec 3 Space Marines et un Rhino, quoi. Enfin, je veux dire... Et je pense que les gens le ressentent, ça, quand même. Les gens le ressentent, et puis même, j'en discutais avec l'un des partenaires de la chaîne, Proxy Wars, même avec d'autres imprimeurs 3D. En fait, quand tu regardes, oui, quand tu prends par de l'impression, tu vas avoir des prix qui sont plus intéressants. Par contre, les bundles de Game Workshop qu'ils ont fait pour The Old World, même les imprimeurs 3D, c'est très compliqué d'avoir un prix plus intéressant. Donc, moi, je trouve ça même sympa parce que ça veut dire que maintenant, entre le fait d'acheter du Games ou de l'impression ou du Games, ça va vraiment être une question par rapport à tes goûts, ton amour des figurines, du design qui a été fait autour, et puis uniquement une question pécuniaire, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Là, oui, et ce qui va en plus dans ce sens-là, et là, c'est un peu de la faute de Games, on reviendra là-dessus, c'est qu'ils ont quand même laissé des énormes pans ouverts, c'est-à-dire que... Oui, remets ta mèche, remets un peu ta mèche. Ouais, excuse-moi. Non, mais c'est vrai que, par exemple, tout ce qui est catapulte à crâne, choses comme ça, en définitive, on a des imprimeurs 3D qui font du super boulot, je pense aussi au trébuchet et ainsi de suite, et Games, ils proposent une version remasterisée en résine, qui de toute façon est difficile à obtenir, donc la logique, elle est intéressante par rapport à ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Mais je pense que après, moi, ma vision actuelle en termes de figurines, c'est 0 € chez Game Workshop. Mais ça, c'est vraiment personnel. C'est une croisade perso. C'est pas très intéressant. Ouais, mais c'est ton côté Bruno Le Maire. Tu penses que tu vas les mettre à genoux en faisant ça? C'est mon côté Bruno Le Maire. Je vais les mettre à genoux à moi tout seul, Game Workshop. Ils vont bien faire les malins. Mais voilà, quand tu regardes les différents sculpteurs, ce qui est proposé, que ce soit chez Island, chez Lost Kingdom, chez etc. Il y a énormément de gammes qui sont magnifiques, du Titan de Forge pour les Nains du Chaos, par exemple. Enfin, dans l'absolu, tu peux acheter ce que tu veux maintenant, en termes de design, en termes de look. Et en plus, comme c'est un jeu qui joue plus ou moins en 2D, au final, c'est le socle qui compte. Il n'y a pas d'histoire de ligne de vue pour les couverts, pour savoir. Au final, tu peux jouer la figurine qui te fait rêver, quoi. Donc, c'est clairement très agréable là-dessus. Tu peux te libérer en modélisme. Et c'est juste cool parce que tu as des belles armées sur table, quoi. Sachant que toi, on le sait, hein, en modélisme, c'est ton truc. Hein. Écoute, il y a des choses. Quand on est bon dans quelque chose, on le met en avant. Quand on est mauvais, on sous-traite. Hein. Moi, je suis parti sur de la sous-traitance. C'est plus intelligent, tout le monde y est gagnant. Alors, petite question, toujours dans ce largement partagé, cette. En gros, The Old World, c'est cool, c'est bien, c'est sans doute un des meilleurs jeux Games Workshop sortis depuis 20 ans. Et en plus, pour les primo-accédants, aussi bien que pour les anciens joueurs.
parce que, comme on en parlait en off, c'est-à-dire qu'en fait, si t'as jamais joué à Battle, c'est presque mieux. Parce que du coup, t'as pas des vieux reliquats de règles à la con qui te traversent l'esprit, et somme toute, les règles, même s'il y a ce corpus de règles de 70-75 règles spéciales, en définitive, c'est paradoxal, mais ça, comme ce sont des règles logiques, un arc long, ça tire plus loin qu'un arc court, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ben en fait, une fois que t'as fait 5-10 parties, et que ce sont les mêmes règles pour tout le monde, en définitive, c'est très digeste. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié moi, dans Star Wars Légion, c'est les mots-clés universels. C'était qu'on avait aussi dans certaines éditions de 40K, les règles spéciales universelles, où en fait, quand on te présente une figurine, il y a pas besoin d'avoir 30 lignes de texte. Il va y avoir 2 mots-clés en gras. Ça suffit en fait pour le faire. Ça marche très bien à Star Wars Légion, et The Old World suit le même principe. Et il y a très peu, au final, quand on regarde même dans les bouquins, il va y avoir quoi, 4-5 règles vraiment spécifiques à une armée. Je pense en orc, tu vas avoir la WAG, donc pour certains personnages orc. Tu vas avoir la règle pour les costauds, tu vas avoir la règle pour les kikoups, qui est à mon avis la meilleure règle de kikoup qui est faite depuis pas mal de temps. Donc, amis peau verte, si vous voulez des armes efficaces, allez sur The Old World. Mais c'est clair, en fait, c'est facile. Quelqu'un pose une question en disant mon Intel est rapide, qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quel joueur peut lui répondre. Exact. C'est pas uniquement le joueur qui a joué qui joue le même codex, quoi. Et on parle d'alternance, de tours alternés, ainsi de suite, en disant c'est la modernité du jeu, blablabla, ce qui historiquement est relativement faux aussi, parce qu'en fait Space Marine c'était déjà alterné, et Space Marine c'était sorti il y a 25 ans, donc là on est toujours sur du tour par tour, mais j'ai été très très étonné quand en rejoignant donc The Old World, outre le fait que tu peux lancer en plus des sorts pendant le tour adverse, puisque en phase de combat tes sorts d'assaillement peuvent être lancés, et c'est tellement surprenant que nous, il a fallu qu'on recherche dans le bouquin, on se dit mais attends, on a le droit de jeter des sorts, c'est pas notre tour. Et en fait, il y a un côté tic-tac vachement, ping-pong qui est vachement présent. Et chose en association, tu vois, quand ça joue à 40 000, et moi je l'ai vécu, il n'y a rien de plus bizarre que ça, le mec il fait sa phase de mouvement où c'est à lui de jouer, le mec il sort fumer une clope. Le type d'en face. À Battle, en fait, t'es sans arrêt en train d'échanger avec ton adversaire. Oui. Et ne serait-ce que par le déroulement, c'est-à-dire la phase de stratégie. Là, je me suis dit, oh là là, attention, ça va être merdique, ça va être lourd. C'est très cool. En fait, c'est même tellement cool que tu te demandes... Ah oui, c'est vrai, tiens. Là, tu vas pouvoir lancer un sort, une malédiction, ce que tu veux. Et là, ton adversaire, il va répondre. Donc, tu joues avec le mec d'en face. Ensuite, tu vas déclarer tes charges. Alors, rebelote, tu joues avec le mec d'en face. Ensuite, tu fais tes mouvements. Il y a les mouvements aléatoires, les choses comme ça. Bah là, rebelote, tu joues avec le mec d'en face. Sachant que bien souvent, en plus, parce qu'avec les routes, tu vas te mettre d'accord, machin, les terrains dangereux, ceci, cela. Ensuite, tu vas tirer, tu vas jouer avec le mec d'en face parce que la réaction, ceci, cela. Et ensuite, tu vas faire les combats. Et rebelote, tu vas rejouer avec le mec d'en face. Donc, en définitive, en plus, les parties, faut pas se leurrer, une partie à 1500 points de The Old World, si tu maîtrises les règles, ça dure 2 fois moins longtemps qu'une partie de 40 000. Alors, c'est pas The Old World versus 40 000, c'est quand on parle de modernité. En fait, avec un jeu très ancien, ils nous ont, en faisant la quintessence, et aussi avec cette histoire de la magie qui est maintenant intégrée, ça c'est super bien. C'est vraiment bien qu'il n'y ait plus de phase de magie qui était lourde, qui était chiante. Celui qui n'avait pas de magie, il regardait l'autre faire. J'avais un a priori négatif sur ça, sur le fait qu'ils aient supprimé la phase de magie. Ouais. Et au final, quelques c'est smooth, qu'est-ce que ça déroule, quoi. Ouais. Ça déroule, tu veux faire bouger ta figurine avec un sort, tu le fais pendant phase de mouvement, et ça, c'est tellement plus simple. Ouais, c'est clair. Et en plus, ils ont été malins parce qu'il y a certains sorts qui sont un peu patates. Notamment ceux les enchantements. Quand tu les lis, tu te dis waouh, ils claquent les enchantements. Qu'est-ce que c'est fort. Ouais. Et à contrario, tu te dis les sorts de combat au corps à corps, ils sont nuls. Sauf que quand tu commences à jouer, tu te rends compte que les sorts d'enchantement, c'est avant ta phase de mouvement. Donc tu es souvent, et c'est dans ton arc frontal, donc tu es souvent un petit peu emmerdé. Parce qu'avant, c'était à 360 et après ta phase de mouvement. Donc c'était quand même beaucoup plus facile à lancer. Donc ils sont forts, certes, mais ils sont pas évidents à placer. Et puis, en revanche, les sorts de combat qui sont souvent... tu vises une figurine dans une unité, tu te dis putain, c'est pas terrible. Ouais, sauf que tu le fais 2 fois par round. Et donc... et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, c'est vachement bien foutu, quoi.
Sans compter les gabarits, parce qu'en définitive, leur règle de gabarit là, sur le 4+, ça a réglé la moitié, les 3/4 des problèmes. C'est super bien. Oui. Oh non, clairement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans leur magie, c'est qu'avec leur système de dissipation avec une portée, en effet, les sorts d'enchantement et de malédiction que tu lances avant de bouger, bah, l'adversaire, pendant son tour, s'il a mis son sorcier à portée du tien, il a une chance de t'interrompre et que ton sort super fort soit bloqué. Donc, inversement, les sorts de mouvement qui jouent après que tu aies bougé ta figurine, ah, c'est peut-être un peu plus intéressant. Ok, ils sont moins forts sur le papier, mais tu vas pouvoir te mettre à plus de 24 du mago, ou à plus du mago level 4 d'en face, ou à plus de 19 à 19 du mago level 2 en face, et l'adversaire n'aura pas forcément de contre. Donc tu auras un truc qui sera moins pété, et encore, hein, il y a des trucs qui sont des combos qui sont vraiment sympathiques, mais plus c'est fort, plus l'adversaire aura une étape pour le contrer, pour intervenir avant que ça te tape, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment bien joué, quoi. Non, franchement, y a plein de choses de ce type-là. Alors, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que dans les gens qui sont autour de toi, ou je sais que tu es beaucoup sur les pages Facebook ou même les chaînes YouTube anglaises, enfin anglo-saxonnes, est-ce que si on parle de Mini Wargaming, ils sont à fond, enfin ils sont incroyables, enfin, pour eux on a l'impression que, ben voilà. Est-ce que tu penses que c'est largement partagé, c'est-à-dire cette vision-là, puis après on parlera un petit peu des scores de vente, si on peut dire. Alors, déjà, avant de répondre, il y a forcément un biais. Parce que les chaînes que je regarde, c'est des chaînes qui me correspondent. Les communautés où je participe sont des communautés où je m'entends bien, forcément. Enfin, quand tu arrives dans un groupe Facebook que tu dis que tout le monde, enfin, qu'il y a que des cons autour de toi, bon, c'est peut-être finalement toi qui n'es pas à ta place, quoi. Donc, forcément, il y a forcément, voilà, forcément ce biais des réseaux. Mais oui, tous les joueurs en associatif qui testent le jeu dans mon groupe de joueurs, alors qu'il y a des joueurs de Warhammer 40 000, d'Age of Sigmar, il y en a qui ont déjà joué à Battle, qui jouaient à l'époque, il y a même des joueurs en V4, V5 qui étaient partis sur AOS, et puis là d'un seul coup, juste une armée, je la mets sur socle carré, puis finalement la deuxième aussi parce que le jeu est cool, puis finalement, peut-être plus faire du The Old World, on verra quand la V4 va sortir, etc. Enfin, voilà, je sens qu'il y a vraiment un plaisir que les gens qui testent le jeu, ils y accrochent, quoi, tout simplement, ils prennent du plaisir et ils ont l'impression de réfléchir. Oui, pas juste l'impression de balancer des dés au visage de l'adversaire et dire ah j'ai gagné. Donc voilà. Et pareil, des joueurs tout nouveaux, on a un petit jeune dans l'assaut, c'est son premier wargame, il a 14-15 ans. Il commence avec The Old World, donc on pourrait se dire mais le fou, enfin il va prendre un truc avec un livre de règles de 350 pages au lieu d'aller sur un jeu plus récent, sur un Core Games de Games, où en 20 pages tu apprends à jouer. Bon, oui, au final, rajoute 20 pages de fac et on en reparle. Et au final, non, ça lui va bien parce que le jeu est logique, parce que... Et donc ouais, je vois beaucoup de gens vraiment apprécier une fois qu'ils ont touché à l'objet, qui apprécient l'objet, quoi. Ah ouais, absolument. Je fais la même chose que toi. Il y a le même distinguo que toi. Alors tu vas me dire, cette vidéo, c'est fait pour qu'on s'auto-congratule, toi et moi, qu'on est d'accord du truc. Bon, mais les nouveaux joueurs sont ceux qui viennent de Warhammer Total War. En général, alors tu me diras qu'ils sont conquis d'avance, hein, mais ça fonctionne bien. Oui. Tous les anciens qui avaient complètement zappé 40 000 machin, AOS machin, ils remettent leurs figurines sur les socles, ils repartent. Voilà, c'est un pet sur une toile cirée, ça y va tranquille, quoi. C'est comme quand ils avaient 20 ans, sauf qu'ils ont mal au dos quand ils bougent les figues. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis très très surpris de ça. Maintenant, à l'international, et là, on va parler un petit peu de où en est The Old World par rapport à Games Workshop, avec des infos qui sont des infos, on va dire, non officielles, à savoir que aujourd'hui, au niveau de Games Workshop UK, en anglais, le livre de règles était tout simplement out of stock, il n'y en avait plus. Donc dans le monde entier en anglais, ce qui pour moi... Je crois que c'est une première. Ouais, je crois que c'est une première. Parce que le livre de règles en général, il s'arrange toujours pour qu'il y en ait, quel que soit le jeu. Il y a eu ça, les boîtes évidemment, alors là c'est parti, voilà. Là on a vu sur les orques, c'est pareil. Alors après ils ont un peu merdé là en Espagne sur la distribution, bon voilà. Mais on peut le dire, aujourd'hui The Old World sur leur planning de lancement, c'est une véritable réussite à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas.
Oui. Ah, tu le sens clairement. Tu regardes même le rapport annuel de janvier, donc avant que The Old World sorte. Oui, il y avait une petite ligne pour dire qu'il y avait un retour de leur propriété intellectuelle historique. Mais voilà, enfin, c'était pas en grande pompe, c'était pas le retour de l'enfant prodige qui était annoncé, quoi. Quand tu regardes comment la communauté a réagi, enfin, moi, c'est la première fois que je vois ça, c'est-à-dire en semaine, tu as des mecs qui postent sur les groupes Facebook, eh les gars, ça y est, ils ont remis des tanks à vapeur. Les gars, ils ont remis des trébuchets bretoniens en commande. Mais en fait, c'est incroyable, quoi. Alors, bien sûr, on connaît pas tous les tenants et les aboutissants. On sait que Game Workshop galère avec leur prod actuellement. Ils ont un problème, leur nouvelle usine qui se lance pas aussi vite que prévu. Ils ont des problèmes d'approvisionnement à l'étranger. Il y a plein de choses déjà au niveau de leur fonctionnement en interne qui fait que peut-être qu'ils auraient eu les mêmes problèmes avec d'autres gammes. En attendant, tout est hors de stock. Des trucs qui n'ont jamais été vendus sur Age of Sigmar, Oui. quand les PDF Legacy sont sortis, d'un seul coup, ils sont tous passés out of stock. Alors oui, peut-être qu'ils avaient prévu de vendre que de 10 bouquins. Hein. C'est facile d'être hors de stock si tu avais prévu des stocks minables. Mais en attendant, dès qu'ils réapprovisionnent, en une heure, c'est fini, quoi. Ouais. Et le nombre de mecs sur les groupes Facebook, The Old World internationaux, ils disent ah bah purée, moi j'ai reçu ma newsletter, j'ai reçu mon alerte Game Workshop à 16h, j'étais au bureau, j'étais en pleine réunion, je me connecte à 16h05 pour commander mon truc, on avait déjà pu. Et enfin c'est Il paraît même que ça a un peu frictionné en Angleterre, notamment dans les magasins. Parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir ne serait-ce que le livre de règles. Il paraît que ouais. il y a eu beaucoup de frustration et que même le ton est monté un peu sévère à ce niveau-là. Mais ça recoupe d'ailleurs ce qui s'était passé. Alors je pense que c'était aux États-Unis là, au Gen Con ou je sais plus quoi là l'année dernière, avant décembre, quand ils avaient fait les annonces et que tout le monde attendait parce que c'était la 40e année, donc c'était l'anniversaire que en 2023 il y ait donc un Warhammer Battle. Et je sais pas si tu te souviens de cette anecdote, il y avait eu alors il y avait les deux Gugus là qui étaient ils avaient fait ça, alors je sais pas si c'est pas Atlanta leur grand tournoi ou machin, et ils avaient dans une salle à part, ils avaient dit bon bah là on va faire les annonces The Old World. Et en fait, tout le monde y était allé et tout, ça avait un peu... Il y avait trop de monde parce que la salle était trop petite et tout. Et les mecs, ils ont dit, bon, bah, de toute façon, on va voir. Et puis, ils l'avaient joué vachement. Ouais, vous nous cassez les couilles avec vos trucs de boomer, quoi. Et il y avait même eu... les gens avaient été carrément agressifs. C'est-à-dire que le ton était clairement monté en disant non mais arrêtez de nous traiter comme ça, si aujourd'hui t'as un costard connard c'est parce qu'à une époque on a acheté des filles machin. Et ils avaient été surpris de cette agressivité-là, ou même d'ailleurs, il s'était passé je crois que c'était passé en direct sur Twitch. Ils avaient calmé le jeu en disant ouais non mais c'est pas ce qu'on voulait dire, voilà humour, patati patala. Des informations qu'on a, ça va même un petit peu plus loin que ça en interne, parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à se dire ouais il y a la V4 d'AOS qui sort, qu'est-ce qu'on fait quoi. Ouais. Bah, on sent qu'il y a une espèce de panique. Je pense qu'ils ne s'attendaient réellement pas à ce que ça fonctionne autant. Et bah, avec les informations qu'on a sur les armées Legacy qui devaient sortir dans un troisième bouquin et qui au final ont été mises en PDF parce que c'est des gammes qui allaient être faites pour Age of Sigmar, etc. T'as envie de te dire, mais les gars, si votre produit il marche, là, vous allez juste vendre plus de figurines ou vendre des figurines à des mecs chez qui vous n'allez pas les vendre. Donc arrêtez de paniquer, assumez. Des fois, par hasard, vous faites des trucs bien, The Old World en fait partie. Et vendez du plastique, quoi. Enfin, vendez du plastique. Vous sortez une nouvelle figurine pour Age of Sigmar. Je pense qu'en termes de coût industriel, rajouter un socle carré ou rectangulaire, je pense que Game Workshop a les moyens d'affronter ce genre de choses, quoi. Et c'est en plus en mettant des règles dans le bouquin, hein, ce qu'ils vont faire pour les unités mercenaires en Metal Order, là, les nains mercenaires, ils vont sortir les règles uniquement dans la boîte en question. Bah, ils pourraient le faire tout simplement pour Age of Sigmar et ciblé. Et là, ils se retrouvent à plus ou moins paniquer. Ils sortent un article sur Kislev et KT en disant ouais, mais attention, c'est pas parce qu'on met ça maintenant qu'il y aura des figurines Kislev ou KT. Ah, mais rappelez-vous, les mecs, en 2020, vous avez partagé les projets, les vues sur justement les figurines de ces gammes-là. Enfin, arrêtez. Mentez pas, en fait. Les gens ont une mémoire. Les gens ont une mémoire et on n'est pas tous stupides. Je veux dire, oui, il y a une partie, oui, peut-être qu'ils vous font confiance à 2 milliards de pourcents et vous leur dites que l'herbe est rouge, ils diront, bon, la couleur rouge, maintenant, c'est ça.
mais il y a quand même une partie de la clientèle qui a un esprit critique et une mémoire. Et je comprends pas leur panique, en fait. Alors, À l'époque d'Internet, c'est impensable. ouais, tout à fait. Alors là, par exemple, on voit qu'ils ont retiré, ou tout au moins qu'ils n'ont pas relancé la production. C'est difficile d'avoir des boîtes d'orques noirs, qui sont des figurines qui sont sorties à la fin de la V8 et qui sont des figurines compatibles à AOS. Aujourd'hui, elles sont quasiment introuvables, les figurines d'orques noirs, et comme par hasard, avec la sortie de The Old World. Mais, et il semblerait que ça freine un peu des cas de fer pour les remettre en rayon. J'ai l'autre jour, en écoutant une interview sur une chaîne concurrente que tu connais très bien, de quelqu'un qui a travaillé chez Games Workshop, et à un moment il parle d'une anecdote du fait que Blood Bowl marchait tellement bien à un moment que la maison mère a demandé dans les magasins qu'ils retirent Blood Bowl des magasins parce que les gens achetaient Blood Bowl, ne jouaient plus qu'à Blood Bowl et n'achetaient pas les autres boîtes, parce que Blood Bowl, avec une seule boîte, en fait, tu pouvais jouer. Et donc, il n'y avait pas ce côté, t'achètes une boîte, plus une boîte, plus une boîte, plus une boîte. Et en fait, ils perdaient du chiffre d'affaires à cause du fait qu'un jeu marchait trop bien. Et je finis par me demander si, vu qu'au mois de mai sort AOS V4, je finis par me demander si à ce moment, ils ne sont pas en train d'appuyer sur le frein tant qu'ils peuvent pour sauver, entre guillemets, AOS. Alors, je mets des gros guillemets, les gens qui aiment AOS, dont je fais partie, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, je trouve que les figurines sont dingues. Après, moi, j'ai du mal à jouer au même jeu que 40 000 avec des figurines différentes. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me demande si là, ils sont pas en train de faire un peu la même chose, de se dire, retirer de la vente des trucs, on ressortira plus tard, mais là, il y a embouteillage, et en plus de ça, comme tu disais, en production, on n'arrive plus du tout à fournir. Je pense qu'il y a la réponse bateau, oui, je pense que c'est le problème est multifactoriel. Mais je vous remercie de m'avoir posé cette question. La France est un pays de droit. Non, mais je pense qu'il y a un côté panique. Ils ont leur pratique, mais encore une fois, je pense qu'ils oublient qu'on n'est plus en 2010. Qu'il y a des mecs qui vendent de la figurine, de très bonne qualité. Ouais. Et on peut en trouver partout, c'est pas compliqué d'avoir son armée. Moi j'ai des avatars, des orques noirs, pardon, Avatar of War. Ils sont très beaux. Qui sont juste magnifiques. Et puis c'est un design que Game Workshop a abandonné entre temps, mais on est sur du Oldhammer en fait en termes de tronche. Alors, pas si Oldhammer V5, on est Oldhammer V6, V7, moins Oldhammer à bois. Ouais. Mais les figurines sont belles, elles sont mastoc, etc. Et en fait, on est à un moment où on n'a pas besoin de Game Workshop en fait pour avoir notre dose de plastique. On est toujours accro, mais on a d'autres dealers. Donc, je comprends pas leur démarche, je comprends pas qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner, en fait. Moi, je me demande s'il n'y a pas quand même un peu aussi d'orgueil intellectuel ou industriel, à savoir que certaines personnes qui ont décidé que la V8 de Battle c'était de la merde et que l'univers de Battle c'était de la merde. Hein, donc, on va vendre notre propriété intellectuelle à Warhammer Total War, ils vont se démerder avec ça, ça va être un trou sans fond. Ah non, désolé, ça marche très bien. Ah merde, rattrapez le truc. Non mais le laissez pas sortir celui-là, celui qui a les clés du camion. Tu vois. Mais je me demande si ce serait pas se dédouaner aussi par rapport à certaines personnes qui sont chez Games, de se dédouaner, de dire on a tout, bon bah votre AOS là c'est bien gentil, mais est-ce que en définitive on n'aurait pas perdu un truc en chemin, quoi? Ils ont forcément perdu des trucs en chemin. Il y a un nombre de joueurs qui ont arrêté avec ce pass-là. Sans parler des fanatiques qui ont brûlé leurs armées le jour de la sortie du jeu. Hein. Comme d'habitude, ils auraient pu revendre ça sur il les donne quoi. Ouais. Mais voilà, sans prendre en compte les fanatiques, il y a des gens qui ont arrêté au fur et à mesure, qui sont partis vers d'autres systèmes de jeu. Encore une fois, qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que c'est vraiment qu'une question d'orgueil de se dire bah non les gars, ça fait 10 ans, ouais c'est 10 ans, 15 ans, je sais même plus, 10 ans à OS. Ça fait 10 ans qu'on essaye de bâtir un monde, etc. C'est pas pour mettre un coup de rétro-pédalage et de ressortir le Battle, l'ancien monde, alors que maintenant on est dans un truc avec un petit changement. Voilà. Il y a eu une discussion totalement geek, savoir qu'est-ce qui était de la high fantasy ou de la fantasy classique. Bon, finalement, on avait tous tort quand on a pris les définitions sur le net. Mais voilà, on sent que c'est pas la même patte graphique. C'est le net. C'est ça. On sent que c'est pas la même patte graphique, ça attire pas les mêmes personnes, en fait, en termes de visu pur et dur. Il y a des choses qui sont transverses. Un Skaven, ça reste un Skaven, parce que de toute façon, c'est une propriété intellectuelle de Games. Un vampire, c'est souvent un vampire. Mais il y a des gammes qui ont évolué. Les nains, est-ce qu'on aime les nains comme ils sont
un petit peu old school, avec un côté un petit peu Seigneur des Anneaux qu'on a pu voir dans les films de Peter Jackson, même dans Le Hobbit, où on voit les lignes de nains avancer avec les boucliers énormes. Ah, ça parle à des gens, et les nains en montgolfière, ça leur parle pas. Et c'est une question de goût, mais cette partie-là de la communauté, il faut pas l'oublier, en fait, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est ces mecs-là qui ont acheté du plastique pendant 10 ans, 15 ans avant, et qui ont fait que Game Workshop est ce qu'il a été aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà. Encore une fois, moi je suis dans l'incompréhension, hein. Je comprends pas comment ils peuvent faire ça. Après, ils sont anglais, hein. C'est des gens normaux, on les aurait pas mis sur une île. Mais enfin voilà. Excellent. Alors, on va passer maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire, bon, on a parlé de l'univers du jeu, de tout ce qu'il y avait autour, un petit peu du jeu, mais on va revenir un petit peu sur le jeu en lui-même, et avec les points forts. Alors, les points forts, on en a déjà parlé, hein, facilité d'accessibilité, t'achètes 3 bouquins, bah t'as tout, il y a quand même les legacy téléchargeables, la communauté FR, donc bon, voilà, on va pas revenir là-dessus, les figurines. Effectivement, rien que ça, le changement de taille de socle, c'est génial parce que du coup, on a enfin un peu de place pour faire des socles un petit peu plus sympas. Les figurines qui étaient serrées en rond d'oignon, parce que dès qu'il y en avait une qui était comme ci, comme ça matchait plus. Là, avec la taille des socles qui s'agrandit, c'est vraiment bien. On en est même, d'ailleurs, si on considère les maraudeurs, à regretter. Alors, ils avaient grandi de socle juste à la fin de la V8, mais presque à regretter qu'ils ne soient pas passés en socle de 30 mm. Ils sont toujours en socle de 25, et notamment pour la cavalerie. Voilà, donc les points forts. Après, au niveau du jeu en lui-même, si on considère ce que tu appelles le Line Hammer ou le Hero Hammer, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce côté-là pour faire un point là-dessus? Ouais, il y a deux critiques qui sortent un petit peu des premiers tournois, des premiers événements. Alors, il y a même une critique qui arrivait même avant que le jeu sorte. Enfin, le jeu n'était pas sorti. Il y avait déjà une course au buzz en faisant un magnifique article. Linehammer a tué le jeu. Bon, attendez, il est la semaine prochaine. Mais je l'ai vu, ouais. en fait, il y a l'un des aspects du jeu où les joueurs ont dit ouais, mais regarde, si tu fais une ligne de 20-30 figurines avec armes lourdes, tu vas casser toutes les bouches, l'adversaire peut rien faire. Oh, il y a un youtubeur anglais dont j'ai oublié le nom qui a fait tout son buzz là-dessus. Bah, tu vois qu'en jeu, en fait, bah, c'est globalement du flanc, c'est Ça fort, marche mais pas. pas tant que ça. Ça a des contres. Quand tu t'amuses un petit peu à faire des stats, tu te rends compte que bah, si tu as le même profil que l'adversaire, tu vas toucher à 4+, tu vas blesser à 4+, il a une sauvegarde, donc en moyenne, il faut XD pour avoir un point de résolution. Tu mettais juste tes figurines en rang, finalement, tu avais déjà un point de résolution derrière sans avoir à faire une ligne de 20. Donc voilà, c'est l'un des aspects là, c'était uniquement en fait, c'est du théorie hammer qui n'a pas de conséquences en Exactement, jeu. ça c'est ce que disait très bien JB aussi quand on l'a interviewé, c'est que la théorie Hammer, grand brassage intellectuel, d'ailleurs un peu plus, je trouve que c'est plus... C'était moins le cas dans les anciens... Enfin, il y a longtemps, on faisait moins de théorie Hammer. Maintenant, c'est devenu, si tu veux, vraiment la théorie Hammer, c'est un truc en soi dans le hobby. C'est les mecs qui jouent même pas d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Mais en fait, ça ne résiste pas à la table. C'est-à-dire que quand tu fais une ligne de 20 figurines sur des socles de 25, ça prend tellement de largeur que s'il y a le moindre décor, tu passes pas au travers. Et comme il suffit qu'il y ait une maison, et comme aujourd'hui tu peux plus, voilà, tu les traverses plus, enfin ainsi de suite, c'est des terrains infranchissables, t'es obligé de te reformer. Et alors là, ça devient un bins pas possible, changer de formation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tu perds un temps précieux parce que c'est avant tout un jeu de mouvement. C'est un jeu où on va flanquer l'adversaire, où on va aller chercher les côtés, où on va vraiment beaucoup bouger. C'est là encore paradoxal sur un jeu où en théorie c'est un jeu où tu te travailles en carré là, enfin, machin, et en définitive on s'aperçoit que le mouvement est hyper important, la cavalerie, le ceci, le cela, la prise de flanc, être capable d'aller amener quelqu'un à l'engluer pour pouvoir le charger de dos, de flanc, et ainsi de suite, et gagner la bataille, parce qu'il y a une létalité qui est très faible, donc en fait on gagne la bataille sur le positionnement et sur la capacité à faire craquer l'adversaire sur le plan du commandement. Et effectivement, ce Linehammer, moi j'en ai entendu parler, j'ai fait les stats aussi, j'ai regardé, j'ai foutu sur une table 20 figurines de nains avec des marteaux, voilà, les uns à côté des autres, ou des croxigores, ou tout ce que tu veux. Ça ne résiste pas à la table, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Sans compter que tu ne vois pas à travers tes propres unités.
Donc si jamais tu as une Puis unité c'est qui est l'unité derrière, de panique, tu fais paniquer toute ton armée derrière parce que ça va, enfin, c'est un carnage. ça marche pas quoi. Mais alors, attention, hein, les packs en ligne sont très bons. Une ligne de 10 figurines de Oui, tir avec une arme lourde, ça réceptionne les charges. Mais on a tous vu la scène d'intro du Seigneur des Anneaux. Quand on charge une ligne d'elfes bien équipée en ligne avec les bonnes armes, et ben oui, on se fait déboîter la tronche. Mais c'est prévu, voilà, le jeu est comme ça. exactement. Mais quand tu prends Il une faut charge pas de charger cavalerie, n'importe comment. Oui, voilà. Mais quand tu prends une charge de cavalerie dans le cul, et ben là, par contre, tu te fais déboîter aussi. ouais. Alors j'ai un très mauvais souvenir de ma dernière partie où j'ai pris une charge de demi-griffon dans le dos de mes orques noirs. C'est pas drôle. Enfin, Ouais. t'as beau frapper comme une brute, quand il tabasse de dos, aucun plaisir. Aucun plaisir. Non, et puis ce système d'initiative, on en reparle, mais les systèmes d'initiative, il y a que des bonnes idées. Le plus 3 en initiative sur la. Tu prends la distance de charge et tout, machin, truc. C'est super bien. Enfin, franchement, aujourd'hui, parce que ils ont retiré la frappe en premier aux elfes, c'est très bien aussi. Moi, je suis un joueur aux elfes, donc je vais te dire, ah, je vais bouder. Au début, je boudais, puis j'ai lu les règles. Je me dis, voilà, enfin, en fait. Ils ont baissé l'initiative. Je sais que les guerriers du chaos sont beaucoup moins forts aussi, mais du coup, ils ont boosté les maraudeurs. Ah, il y a plein de trucs. Et ce qui est totalement fluff par rapport au fait qu'on est à ce moment-là dans l'histoire de Warhammer sur quelque chose un endroit où les maraudeurs sont prégnants sur les guerriers du chaos. Donc, c'est super bien. Alors, En fait, pour récupérer la létalité d'un guerrier du chaos d'une ancienne version, il faut passer à la version élue. ouais. Et Ouais, tout à fait. t'as un décalage et c'est normal, le chaos est pas encore ascendant. Donc c'est tout à fait cohérent par rapport au lore. Et sur table, c'est plaisant, quoi. Ouais. De se faire juste défoncer par le premier pack de 10 guerriers du chaos qui vaut pas forcément plus cher que ton pack de 50. La frustration était souvent assez élevée dans les anciennes versions de Battle. Là, c'est plus le cas. Oui, parce que la force 4 qui engendrait une PA-1 systématique, ça par exemple, c'était un Ouais. truc qui cassait le jeu en fait. Là, maintenant, Oui. les armes, elles ont une PA, il y a une logique par rapport à ça. Alors- J'ai un collègue qui est un vieux joueur de Battle. Il n'aura pas apprécié que je mette vieux et joueur dans la même phrase, mais ça reste un vieux joueur de Battle qui a poncé les vieilles versions, qui est un joueur très compétitif. Et qui était passé sur Age of Sigmar là récemment, mais bon, on sent qu'il prend pas un plaisir de fou, mais il joue parce c'est un accro au jeu games. Il m'a dit, mais attends, c'est n'importe quoi, t'as vu la puissance du guerrier du chaos, PA-2, force 7, t'as vu, je vais tout déboîter. J'ai dit, attends, non, la force, elle file plus un modificateur de sauvegarde, le truc. Il dit, ah ouais, mais du coup, j'ai rien qui frappe. Vas-y, tu passes de l'un à l'autre au final. C'est ça, tout à fait. Franchement, on sent que c'est une version qui a été faite par des. Alors les mecs, je sais pas, tu vois, ils devaient être enfermés dans un truc en fond de la bibliothèque, tu vois. Les mecs, ils avaient dû perdre la clé ou je sais pas quoi. Je peux pas imaginer que ces gens-là sont allés au bout de ce projet-là sans se faire gauler. Sans qu'à un moment, il y a un financier qui leur dise « Non mais votre truc là, c'est pas assez cher et ça va... Non, on va vendre combien de bouquins là En fait, je pense qu'ils ont fait l'erreur plus tôt, c'est quand ils ont recruté les gars. Je pense qu'ils ont recruté des mecs qui aimaient le lore et qui jouaient au jeu. Ouais, c'est ça, Je pense exactement. que c'est peut-être une espèce de groupe d'anomalies. C'est des mecs qui sont infiltrés chez Games et qui se sont dit, attends, ils croient pas en notre projet, bah nickel, on va pouvoir faire un jeu propre. Exactement. Et quand on y pense, c'est assez inédit ces derniers temps. Ça retourne au sujet de cette discussion. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce pas le meilleur jeu qu'ils ont sorti depuis 20 ans? Parce que si on considère Necromunda, la ressortie de Necromunda et tout ça, avec des figurines qui sont super bien, avec un système de jeu qui est bien pensé, ils ont pété le truc en disant bon bah alors maintenant Necromunda c'est dans le désert. Hein. Ouais, Alors là, le truc. c'est-à-dire que la prochaine étape, c'est Mordheim dans une plaine. Quoi. C'est exactement. Enfin, alors après, c'est super hein, parce qu'ils ont fait des super figurines. Vraiment, le studio qui s'occupe de ça, qui est Forge World, c'est génial. Les figurines sont pas chères, sont moins chères que les figurines 40 000, et ça fait des cultistes d'enfer et tout. Et les décors sont à tomber par terre, donc c'est super. Mais le mec qui aime jouer à Necromunda dans l'esprit de Necromunda, compliqué. Mais visiblement, il n'est pas ils vont concerné revenir. par le produit. Ouais, Il c'est n'est pas ça. concerné. Alors, autre chose sur le jeu en lui-même, le Hero Hammer. Moi, je dis, je considère pas que le jeu soit un Hero Hammer. C'est-à-dire que les héros sont forts parce que les personnages sur monstres sont forts, alors qu'ils étaient faibles en V8, mais j'ai pas l'impression qu'on a des, tu sais, ce qu'on appelait des espèces de ball throwers, là, enfin vraiment des trucs où c'est imbutable. Tu mets ton seigneur devant et puis voilà quoi, et puis rien qui se passe quoi.
Alors, il y a deux aspects. Bon, tu peux avoir un personnage imbutable. En général, sa létalité, elle sera catastrophique. Mais ou tu dépendras uniquement du piétinement de ton dragon. Enfin voilà, tu vas vraiment tenter d'un point de vue jeu pur et dur. Tu peux avoir un patron, typiquement un Seigneur du Chaos, qui ne mourra pas. Après, ce qui prendra la moitié des points qu'il t'a coûté dans la game, ça, c'est pas dit. Et vu que le système de points, c'est uniquement d'une différence de dégâts infligés plus les bannières, faut être sûr de ce qu'on fait quand même quand on met 600 points dans une figurine qui fait 3 d'attaque force 5, quoi. Mais bref. Et, euh, et par contre, ouais, l'aspect Hero Hammer, il va être vrai en début de méta, tant que les joueurs n'auront pas lu leur bouquin, tant que les gens n'auront pas évalué certains objets magiques qui sont pas sexy du tout, mais qui, quand on commence à les voir en synergie, les petits trucs, on se rend compte que beaucoup d'armées, si ce n'est toutes, ont soit un énorme contre en termes de létalité pure pour défoncer un dragon. On pense aux machines de guerre, hein. Oui, les machines de guerre, c'est moins fort qu'avant. Oui, mais ça reste des trucs pour dégommer du monstre contre Ouais, c'est personne. clair. Et des fois même faire des brochettes, hein. Des fois, c'est même super sympathique. Un bon boulet de canon, c'est fun. Enfin, quand tu le prends pas dans la tronche, hein. C'est comme les guerres napoléoniennes. L'artillerie, c'est marrant quand elle est quand elle est de notre côté. Euh, Surtout, il y a des listes d'armées où en fait tu peux commencer avec des bonus de résolution de combat où, quelles que soient les capacités de l'adversaire, quels que soient les dégâts que feront le dragon en face, tu as gagné. Donc en fait, si ton dragon vient dans ce pack-là, bah, tu sais déjà que il va juste perdre. Voilà. Après, c'est à lui de chatter à mort, d'être hors stade, de faire le maximum de dégâts possible pour perdre du moins possible. Et à partir de ce moment-là, on a des objets magiques avec du tueur de monstres pour one-shot n'importe quel truc. On a plein de petites entrées, que ce soit même en roi des tombes, on a le scorpion qui a coup fatal, tueur de monstres, qui est capable de one-shot un patron sur dragon juste parce que, hop, le petit 6 magique, ah, désolé Billy, j'en vaux 70, t'en vaux 600. Ah, c'était ton général, bah, je prends les 700 points de victoire, écoute, elle va être marrante la game. Il y a énormément de choses en fait où plus tu mets tes œufs dans le même panier, plus tu peux être puni très rapidement. Donc, juste en termes de létalité de contre, et en plus, tu as des combinaisons pour avoir la résolution de combat qui commence à 7, 8 ou 9. Oui, alors bien sûr, les gars vont dire, bah ouais, mais ton dragon, il suffit qu'il aille pas dans ce pack-là. Ouais, c'est vrai, mais le dragon, du coup, il doit pas aller dans ce pack-là qui vaut un peu de points. Il doit éviter les machines de guerre qui viennent de le buter. Il doit éviter le patron qui a aussi une petite épée tueur de monstre qui vaut que 110 points, tout compris. Au final, ton dragon, s'il doit éviter l'adversaire toute la game, je suis pas sûr que le joueur c'est C'est gagnant ça. quand même, quoi. C'est exactement ça. Et oui, on arrive enfin à un jeu où tu peux pas simplement balancer ton unité pétée dans la tronche de l'adversaire, lui faire un gros coucou, lui dire bah écoute bisous, t'avais qu'à avoir un meilleur bouquin, et on se retrouve à la prochaine data slate, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est bon. Bah, Et l'exemple type, je vais aller dans ton sens et après je te laisse finir, mais l'exemple type, c'est bon, tu fais ta petite liste 500 ou 1000 points là pour apprendre les règles gentiment. T'as regardé ta vidéo 40K Wargamer sur la patrouille frontalière, t'es content. Tu te bien dis tiens, sûr. comme ça, je vais apprendre les règles et je vais pas oublier, je vais pas jouer à gros format et oublier les trois quarts des règles et comme ça en fait je joue pas au jeu parce que ça c'est la méthode aussi de merde. Mais bon voilà je vais prendre, bah je suis un Welf, je vais prendre un magicien. Bon voilà, je prends mes 80 points de magicien ou mes 90 points de magicien. J'ai un sort. Et je tombe sur un sort de merde absolu, quoi. Un truc qui me sert à rien. C'est-à-dire, j'attends la boule de feu avec impatience en me disant c'est super, j'ai un canon sur patte pour 80 points. Et je tombe sur un sort de combat au corps à corps. Et là, je m'aperçois que mes sorts primaires, que ce soit en Safiri ou que ce soit par exemple en magie de bataille, c'est des sorts de corps à corps. Eh ben, et donc tu te dis ah mais putain le jeu il m'a baisé. Moi je pensais facilement baiser le jeu. En gros j'ai pas besoin de prendre. Moi je me souviens de mes potes qui jouaient en tournoi, ils me disaient ah non ne prends pas de machine de guerre, tu prends en V8, hein, prends pas de machine de guerre, tu prends des sorciers. Tu leur fais faire des fiascos à tous les tours en jetant 6 dés, tu t'en fous, ça te coûtera moins cher qu'une machine de guerre qui te pète à la gueule et qui marche une fois sur 5. Et là, bah ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite monter sur un niveau 2 ou sur un niveau 3, voire même avoir un petit truc qui te donne un sort supplémentaire. Et là, effectivement, tu peux être à peu près sûr, sauf que tu es à 175 points le bonhomme, là, à peu près sûr d'avoir un sort qui va vraiment te servir en termes de létalité. Et ça, c'est vraiment bien. Bah, les domaines de magie ont été bien équilibrés. Alors, bon, bien sûr, je me plaindrais des hauts elfes, parce que je me plaindrais toujours des hauts elfes. Je trouve que la haute magie,
c'est peut-être un petit peu le côté facile. Bon, c'est pas vrai, il y a juste un sort qui est fort, les autres ont des vrais contres, mais ont des vrais défauts. Mais voilà, les domaines sont quand même bien équilibrés dans le sens où souvent quand tu as un sort qui est vraiment, vraiment fort ou impactant, il va être dans un domaine où le sort signature va pas être fou et où tu as souvent Oui. des sorts qui sont, comme on dit souvent quand on n'a pas trop d'arguments, situationnels. C'est-à-dire, oui, c'est que 9 fois sur 10 c'est pourri, puis une fois sur 10 ça passera dans les bonnes conditions, tu auras le vent dans le dos et la vie est cool. D'autant plus que Bon. lancer un sort aujourd'hui, alors c'était déjà le cas avant, mais avant on pouvait prendre plein de dés. Mais là t'as 2 dés. Quand tu regardes les lancements Oui. à 10 plus, que t'as un niveau 1, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 9. Bah, en moyenne, ça passe pas, quoi. Eh ben, je confirme. C'est clair. Non, et là où ils ont été très forts aussi, c'est sur les interactions entre sorciers, vu que tous les sorciers peuvent avoir le même sort. Tu n'as plus l'espèce de tricks qu'on avait avant, où tu n'avais pas le droit à tes doublons dans la même liste Oui. d'armées, où au final, tu prenais un petit niveau 2 pour aller chercher les deux sorts pourris, et au final, c'était ton niveau 4 qui avait forcément les 4 autres sorts sur 6. Alors tu lançais comme un débile jusqu'à plus faire ton double, etc. Et pour avoir les sorts qui t'arrangeaient au bon moment, au bon endroit, ça c'est plus le cas, hein. Tu peux vraiment être aléatoire, ou alors tu payes tes 30 points d'objets magiques, mais tu n'auras pas d'autres bonus arcaniques, tu n'auras pas d'autres trucs. Ouais. Et au final, tu peux avoir des choses bien, fortes, stables, mais ça a un coût. Ou alors, tu as des choses qui sont potentiellement très fortes, ou potentiellement très nulles, parce que comme tu le dis, bah, quand tu joues un sorcier elfe, un elfe, ça endurance 3, hein. Donc ton sorcier elfe avec des bons sorts de corps à corps, te loupe pas, Billy. Parce qu'en face, si t'as des... si t'as des mecs qui t'attendent avec des halbardes, tu vas vite te Mais sentir même pas ça, passer. je me suis fait attraper par un chef gobelin. Un chef gobelin de la nuit, de merde, un champion gobelin de la nuit qui m'a lancé un défi au corps à corps. Au départ, je dis, bon, c'est pas grave, j'y vais pas. Puis là, je lis la truc et puis je dis, ah merde, le sort d'assaillement, c'est un sort de combat, c'est à la phase de combat, c'est quand Oui. je combats. Donc si je combats pas, bah, je peux pas le lancer. Et là, C'est ça. je suis à 5 contre 20, si tu veux, donc j'étais à peu près. Il fallait vraiment que je lance mon sort qui fait des dégâts, 2d3, 2d3 de niveau de force 3, donc ça allait faire du dégât dans les gobelins pour que je gagne le combat. Donc je suis obligé de mettre mon mage en premier rang et d'accepter le défi. Du coup, comme il m'avait chargé ce putain de gobelin, il a une meilleure unit que moi, donc il tape en premier. Le mec, il tape son double 6, il me touche. Et là, il me dit force 3, mais j'ai plus 1 parce qu'il avait un petit objet de merde ou je sais pas quoi, donc il se retrouve à force 4, il touche sur du 3+. Ah non, il fait. Et non, je dis une connerie. Il était sur une araignée, il avait une lance. Donc Oui. il blessait sur du 2+. Le mec, il réussit, il fait double 5, non pas double 6, parce que sinon il est arme empoisonnée, il fait double 5. Donc là, moi, je me retrouve en combat avec le mec sur araignée, blablabla, double 5, donc il fait ses 2 touches. Déjà là, je sue parce que je me dis, ok, il blesse sur du 2+, d'accord, j'ai pas d'armure, j'ai rien, voilà, je vais perdre mon seigneur de guerre, je vais lui filer les 100 points, je vais pas pouvoir machiner. Les gardes maritimes qui sont autour, ils vont tous fuir comme des connards parce qu'en plus de ça, avec les araignées qui ont une meilleure init parce qu'ils ont chargé, ils vont crever comme des merdes. Enfin bref. Et là, il fait son double 1. Énorme. À la blesse, il fait son double 1. Donc du coup, je peux lancer mon sort, du coup, je défonce son truc et ainsi de suite. Et le fait que ce soit pas relançable, mais c'est juste génial. Ah oui, ça. Comme ça te change Ça, une game, c'est incroyable. La fameuse promesse du moins de relance là, pour le News 40K qu'on Ouais. fait savoir en V10, c'est vrai, mais pour The Old World. Tu lances très peu de dés, tu relances très très peu de Ah dés. ouais, c'est très très C'est peu. vraiment très rare et très cher d'avoir des relances, quoi. Ouais, d'où le qui coupe, C'est dans des d'où le qui bonus coupe of qui luck, relance les 1. les nains qui haïssent les peaux vertes, des choses comme ça, quoi. D'où le qui coupe qui relance les 1, qui est sympa. En charge. Voilà. Non mais voilà, enfin je veux dire, vraiment sympa. Alors, on va maintenant passer à notre troisième partie, c'est-à-dire un jeu pas voulu comme compétitif par Games Workshop. Donc un jeu parfait pour le compétitif. Alors, C'est ça. non, on fait une petite digression. Alors, c'est pas une digression, c'est qu'en fait, j'ai sauté un truc que tu avais, parce que c'est toi qui m'a aidé à monter cette émission. Donc, voilà. C'est que on voulait parler du jeu en association du fait que ce soit pas un jeu fast-food. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est comme ça que je le comprends, et ça peut évoluer parce qu'on connaît Game Workshop et ils peuvent décider que d'un seul coup, il y aura des suppléments tous les 15 jours. Bon, il faudra déjà qu'ils arrivent à les mettre en prod. Mais voilà, clairement, on sent que le jeu est fait pour que quand tu te montes ton armée, tu aies le temps de la jouer.
Là, on le voit. On a eu, je dis n'importe quoi, un mec qui joue bretonien. Ok, il a eu son supplément tout de suite. Il a ses 3 listes d'armées, hein, c'est ça, les exilés, la Ouais. croisade et le livre de base. Bah, pendant 2 ans, normalement, il va pas bouger, quoi. Donc pendant 2 ans, il a son liste d'armées avec toutes ses entrées. Il va pouvoir les tester, il va pouvoir les faire. Et ils ont annoncé 2 facs à l'année. Alors il y en a déjà eu une, donc on est normalement tranquille pendant au moins quelques mois avant d'avoir une nouvelle mise à jour. Ils ont annoncé des facs, hein, pas des data slates d'équilibrage. Ouais. Donc, on va pouvoir revenir sur un wargame qui est ce que j'appelle un wargame sur le temps long, c'est-à-dire le joueur devient bon parce qu'il maîtrise son armée, il va au bout, il teste des trucs, il a de l'expérience, il répète des situations, etc. On n'est pas sur un wargame où bah, ton livre d'armée sort, t'as une compo qui est valable jusqu'à la première fac, et ensuite tu as ta compo qui est valable jusqu'à la prochaine data slate, et tu repars de zéro ou tu changes d'armée à ce moment-là. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui était valorisé avant, c'est-à-dire notamment à 40K, quand tu avais un mec qui jouait Eldar depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui Ouais. avait fait 2 versions avec des Eldar, il avait des automatismes, il avait des trucs, et c'était dur d'aller le chercher, quoi, parce que le mec, il en avait vu, c'était du vétéran. Là, maintenant, on est plus sur un aspect fast-food où ta liste d'armée, ton armée, elle a une valeur limite dans le temps. Alors, est-ce que c'est grave? Non. En soi, ça plaît à des gens, ça plaît à des joueurs. On a tous une vision différente du hobby et c'est absolument pas gênant. Mais là, The Old World va plus aller chercher une communauté à qui cette vision au long terme va importer ce qu'on a eu pendant 20 ans dans le hobby, hein. Oui, tout à fait, avec la part belle aussi, donc au temps qui permet de faire... Alors même si à 40 000, il y a des très très belles armées et des très très beaux projets hobby Oui, bien sûr. aussi, parce que là, grâce aussi à la mise en place de la contraste, de tout ça, et puis aussi des chaînes YouTube, de Instagram et ainsi de suite. Mais le temps long, effectivement, est très intéressant dans cette remise, je ne vais pas te paraphraser, hein, comme tu viens de le dire, et le temps de peindre ses armées aussi, parce que le problème aujourd'hui, c'est que bien souvent, on stocke, on n'a pas le temps d'aller au bout d'un projet, et on doit déjà passer sur un autre projet. Je vais prendre un exemple tout simple. Le temps, pourtant, c'est pas très loin à peindre. J'ai fait une armée Custodes que j'ai commencé au tout début de la V10. Donc, il n'y a pas très longtemps. Je l'ai terminé là, la data slate est sortie, et le nombre de figurines par unité n'était plus le bon. Ouais. Donc j'ai mes custodes, ils sont tout beaux, ils sont tout peints, je les ai jamais joués. Et pour l'instant, il faut que je refasse mes unités pour pouvoir, ne serait-ce que faire un truc legit, tu vois, tout ça pour les jouer, tu vois. C'est juste que ça marchait pas. Il me manque des trucs, des machins. Et j'ai le même problème du passage de la V9 à la V10 avec les sorts de bataille, par exemple. Voilà. Alors là, c'est une version, passage V9, V10. Mais là, on est à l'intérieur, pour les custodes, on est à l'intérieur de la version de la V10, à 6 mois près. Et là, c'est quand même compliqué, parce que moi, c'est mon métier, donc ça va, j'ai le temps. Mais celui qui a ses 2 heures, 3 heures de hobby par semaine, parce qu'il a sa femme, ses gosses, son machin, son truc, il a jamais le temps de finir un projet, en fait. Et là, à The Old World, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont réduit le nombre de figurines par unité. Oui. Et donc aujourd'hui, pour la plupart des armées, avoir plus de 15 figurines par unité, c'est pas une nécessité. Pour la cavalerie, c'est entre 4 et 8. Donc on est complètement... on a changé de paradigme complètement grâce à la PU, grâce à tout ça. Donc ça, C'est même surprenant de voir des unités de 10 gobelins. Ouais. On veut dire, attends, t'avais pas les figues, enfin voilà, mais au moins des socles si t'es en galère, qu'on joue avec tes points, quoi. Ah non, c'est 10 minimum maintenant. Ah ouais, c'est bizarre ce truc. Mais oui, mais ça fait des choses sur la table. Tactiquement, ça a du sens en fait, paradoxalement. Oui. Donc, et une unité de 5 orques noirs n'aura pas le même rôle qu'un pack de 10, n'aura pas le même rôle qu'un pack de 20. Exactement. Et c'est valable pour plein d'autres unités, les packs d'exécuteurs en elfe noir. Un petit pack de 7, c'est pas la même chose qu'un pack de 2x7. Et ça a un impact en fait dans ta manière de construire ta liste d'armées, de comment tu vas être capable de réagir aux menaces, etc. Et encore une fois, je sais pas si c'est des génies par hasard, est-ce que c'est des singes devant un clavier qu'on finit par taper Shakespeare, hein. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment l'impression que quand tu vas dans le jeu, tu peux vraiment t'éclater et faire ce que tu as envie de faire avec tes figurines, quoi. Mais plus tu et c'est ça qui est étonnant. Bon là, ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est sorti, et plus je creuse, plus je fais de parties, plus je me dis mais attends,
La construction de liste, il y a des trucs de fou. Tu peux mettre 4 figurines là, tu peux en mettre 8 là, comme tu viens de le dire. Et ça va avoir un impact complètement différent. Ah oui, mais ces mecs-là, ils ont 2 attaques. Bah, tu t'en fous parce que de toute façon, s'ils sont au deuxième rang, ils vont servir à rien. Ah merde, alors à ce moment-là, est-ce que j'ai plus intérêt à les mettre en ligne? Ah ouais, mais s'ils sont trop larges, ils vont plus pouvoir passer, ils vont pas pouvoir... Parce que là, avec cette histoire de devoir se réaligner au moment de la charge, le dernier qui est à l'autre bout, là, Jean-Michel, je tiens le lampion à l'autre bout, s'il est trop loin, je peux pas fermer ceci, je peux pas cela, et vu que je suis obligé d'aller en ligne droite... Et en fait, tu te dis, c'est pas possible, il y a forcément un truc qui merde. Et quand tu regardes les règles et que tu le fais par le début, tu vois. Petit 1, petit 2, petit 3, comment je dois charger, petit 1. Alors, tout n'est pas extrêmement clair. Il faut quand même dire ce qui est, ça reste des anglais, comme tu le dis souvent. Des fois, ça fait un peu livre dont vous êtes le héros. Reportez-vous à la page temps, reportez-vous à la page temps, voilà. Mais une fois que ça, ce sera les mécanismes, on les aura masterisés et on aura le temps de le faire, puisque normalement les règles vont pas changer. Eh bien, les parties elles vont être fluides, elles vont être sympas, et en plus de ça, enfin, je te dis, je sais pas s'ils ont fait un coup de maître. Je suis d'accord avec toi, comme disait Guitry, les chefs-d'œuvre, les médiocres, ils s'en remettent pas. Mais mais est-ce qu'ils ont fait exprès, est-ce qu'ils ont pas fait exprès? Je sais pas. Mais en tout cas, le jeu, moi, je lui trouve très peu de défauts. Alors, on en trouvera forcément, mais voilà. Alors, il y en a déjà, les hauts elfes sont encore présents, ils sont dans le livre marqué quand du bien, alors que c'est des elfes, il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ouais. moi j'adore discuter de figurines, de points de règles, de trucs. Et là j'ai retrouvé un plaisir. Alors c'est totalement débile, hein. Il y a plein de gens qui comprendront pas ce plaisir. Mais il y a une petite discussion sur un des Discord The Old World, un Discord inter. On a eu un échange à 2-3 et on est ensuite passé en conversation message parce que sinon on était en train de flouder le Discord comme c'est pas permis. Et on a peut-être passé. C'est peut-être passé un intervalle de, allez, on va dire 36 heures, où il y a facilement eu 300 messages qui ont été envoyés pour savoir s'il valait mieux 2 packs de 4 trolls ou un pack de 8. Et justement, là, je vais sortir une vidéo sur comment faire une armée de gobelins de base avec la boîte AOS, en définitive. T'achètes le Start Collecting AOS. Alors là aussi, c'est pas possible, ils l'ont pas fait exprès. C'est incroyable. C'est-à-dire, tu t'achètes là, le truc avec les 3 trolls, les gobelins sur Squig et les gobelins de la nuit et le petit magicien. T'as quasiment pile 500 points. T'as 540 points, tu vois. De The Old World. Donc c'est juste top, t'as juste les unités qui vont bien et ainsi de suite. Et pourquoi je disais ça? Parce que effectivement, est-ce que tu joues 2 fois 5 chevaucheurs de Squig ou est-ce que tu joues 10 chevaucheurs de Squig? Et j'ai pas la réponse à ça parce que il faut le tester sur table pour avoir la réponse. Et c'est très compliqué parce que en fait ils ont le bonus de rang parce qu'ils sont dispersés. Enfin, ils sont en ordre dispersé. Du coup, ils n'ont pas l'ordre serré. Du coup, ils ont le bonus de rang. Du coup, la létalité, si ça marche pas bien, étant donné que tes mouvements aléatoires, est-ce que tu vas tout mettre tes œufs dans le même panier ou est-ce que tu vas justement essayer d'avoir un truc voilà. La PU, c'est 2 par figurine, ce qui veut dire qu'une PU de 20 pour les 10 blaireaux sur leur squeak, ça fait une PU de 20. Quand tu prends une PU de 20 sur le côté, je veux dire que ça picote. Même les guerriers du chaos, c'est aïe. Voilà quoi. En même temps, c'est des dents sur pattes qui te sautent au visage au bout d'un moment. Mais c'est ça qui est génial. Nocif, et effectivement, comme tu le dis, en mettre 5 ou en mettre 10, je vais payer 2 fois le chef. Ouais, d'accord, mais c'est 6 points. Des fois, tant mieux, hein, parce que deux champions, c'est pas. Encore une fois, c'est pas pareil. C'est tellement de cas que pour te répondre au bout de nos plusieurs heures de débat, la réponse à combien faut-il de trolls, la réponse c'est ça dépend. Hein. Oui. Comme tu sais, hein, ça dépend, ça dépasse. Donc, c'est exactement ça. Alors on va passer vite fait là sur l'idée. Justement, je pense que The Old World c'est un jeu fait pour les associations. Pour les décors, pour l'échange avec les gens, pour les tapis, pour le test des unités adverses aussi, des fois de tester une petite liste à 500 points qu'un copain vous prête, ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment, je trouve que c'est le jeu d'association par excellence, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Encore une fois, comme c'est un jeu qui se fait sur le temps long, ça va être un jeu qui va encourager les petits choix des armes en assaut pour histoire de tous se motiver à peindre ensemble.
voilà, on va faire 2 samedis où on va peindre ensemble, et puis le samedi suivant, on fera une game avec là où on a avancé. On est dans un lore qui est maîtrisé, qui est connu. Alors en plus, c'est l'époque des trois empereurs, donc il y a plein de trucs de lore qui sont un peu, des portes ouvertes, etc. Donc pour des campagnes narratives, c'est parfait. Mm. Et surtout, le jeu, je trouve, il gagne beaucoup. Alors peut-être parce que c'est le début du jeu et à avoir 2 personnes qui jouent et une personne qui regarde et qui va checker Exact. aussi si Exact. tout se passe bien. Enfin, et en fait, il y a souvent quand on est dans. Alors, je prends 40 000 en exemple, mais c'est un peu pareil comme Star Wars Légion. Dans ces jeux-là, le troisième joueur, il va plus être un emmerdeur qu'autre chose parce qu'il y a beaucoup de gachas. Il y a beaucoup Mm. de moments où tu vas dire, bah attention, fais gaffe, il peut se passer ça. L'autre, tu dis, ouais, mais c'était tout mon plan, pourquoi t'as parlé, quoi. Là, le jeu va plus être sur des choses normales et on va rarement perdre à cause d'une règle. Oui. Et rien que ça, c'est très important. Enfin, il y a rarement un moment où tu dis ah ouais, mais bon, tu vois, il y a forcément des contre-exemples. Mais il y a rarement des moments où tu vas dire ah ouais, non, mais là, j'ai perdu uniquement parce que j'ai oublié que tel mot-clé en combinaison avec tel mot-clé, ça faisait ça. On n'est pas dans ce cas-là. Donc, un mec qui va te dire attention, là, tu as tel mot-clé, ça veut dire que tu lances typiquement rapide. Bah, tu as le choix de lancer ton dé en plus pour charger. Est-ce que tu veux le faire ou pas? Et c'est un jeu qui gagne en fait à vers des gens qui gravitent autour de la table. Alors que sur les autres jeux, je trouve ça totalement insupportable d'avoir une Ouais. troisième personne qui rentre dedans, quoi. Et ce que tu disais est totalement exact. Vendredi dernier, Compagnie du Val-de-Mort, on fait une petite partie à 500 points patrouille frontalière à deux. On a le président et le trésorier qui sont deux vétérans du monde qui fut, qui étaient sur une démonstration Blood Bowl avec d'autres joueurs. Et quand ils ont eu fini leur démonstration de Blood Bowl, ils sont venus sur la table. Ils sont restés jusqu'à 1h30 du matin. Et on était le nez dans le bouquin, en train de dire ah ouais tiens cette règle là tu la jouerais comment par rapport à la situation, et on était 4 autour de la table et le jeu s'arrêtait, mais en fait on n'a pas trouvé le temps long. On était en train de réfléchir à une bonne pratique d'une règle par rapport à ça, comment tu le jouerais, c'est pas très clair dans le bouquin, on va le jouer comme ci comme ça. Voilà, et puis après, 3 questions dans le Warfo pour essayer de trancher ça. Mais en même temps, c'est de l'échange. Il n'y a pas ce côté, j'ai une figurine qui fait ça, et cette figurine, elle est game breaker, est-ce que j'ai le droit de m'en servir comme ça? Non, là, c'est tout Ouais. con, c'est, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, je suis un magicien, est-ce que j'ai le droit de lancer un sort pendant le tour adverse? Parce qu'en Ouais. définitive, c'est pour des joueurs anciens, c'est une révolution. Ah, c'est contre-intuitif de fou. Enfin, Ouais. Et c'est je me génial. souviens du pire fiasco qui pouvait arriver en V8, c'était que l'adversaire a le droit de lancer un sort. Au tour. Mais non, tu as abusé. Oui. Alors, on avance maintenant sur le jeu. Games Workshop n'a pas voulu un jeu compétitif, donc le parfait jeu Ouais. compétitif, ce sera notre dernier point. Qu'est-ce que t'en penses? Ta vision là-dessus? Bah ouais, je pense qu'ils ont fait un jeu où ils n'ont pas pour objectif de l'équilibrer à coup data slate, ce qui fait que pour moi c'est très très bon pour le jeu parce que le corpus de règles est bon. Le corpus de règles est bon, les corpus des armées qu'on a de base c'est très bon aussi. Euh, et surtout, je n'ai pas remarqué, alors peut-être parce on est passé à côté, mais une armée où vraiment l'adversaire pouvait rien faire. En général, quand tu perds une partie de Old World, c'est que bien sûr il y a la chagate, toujours. Un Hein. bon Ça droitier reste un jeu reste de un bon dés. droitier, hein, on est bien Un bon d'accord. droitier, voilà. Un bon wargamer, c'est un bon droitier, ça, on n'y peut rien. Euh, Si tu perds, en général, c'est que tu as fait le con quelque part. Ouais. Soit tu as fait le con pendant la game, soit tu as fait le con au moment de faire ta liste d'armées. Parce que l'adversaire, tu sais ce qu'il peut avoir. Enfin, je veux dire, si tu joues une armée, c'est pas compliqué d'aller voir le truc. Il n'y a pas non plus 500 entrées. Les objets magiques, c'est des objets magiques communs. Tu sais qu'un dragon, c'est beaucoup de points de vie avec une écailleuse. Bon, globalement, tout le monde, c'est à peu près ce que tout le monde peut faire juste en voyant la tronche de la figurine, quoi. Ah, Donc, et là c'est encore, toi le excuse-moi, mais là responsable. encore, une grande différence versus les autres games, les autres jeux de games. Là, potentiellement, t'achètes 2 bouquins. Je parle même pas du bouquin de règles, mais t'achètes le bouquin de règles plus les 2 bouquins index qui sont quand même en plus pas très chers. Hein, je veux dire, c'est pas non plus. Voilà. Bon. T'as les Legacy qui sont en téléchargement, t'as toutes les règles. Hein. Donc, je veux dire, c'est Oui. pas la même chose que d'acheter 25 codex. On a Oui. connu, toi comme moi,
quand on faisait du tournoi ou autre, il fallait connaître les autres codex des autres gars. Donc il fallait quelque part que tu fasses, que tu aies les bonnes pages de tous les codex pour pouvoir anticiper ce qui allait se passer, quoi. C'est la bibliothèque impériale, quoi. Pour préparer tes games, il fallait connaître le bouquin de règles, c'est fac, ton codex, c'est fac, ton supplément, c'est fac, et puis pareil pour l'adversaire. Et tu te retrouvais à bouger plus lourd de papier que de bouger Ah ouais, c'est clair. de plastique, quoi. Et Et pour suivre la méta, c'était un enfer. Enfin, clairement, telle unité à tel truc. Ah ouais, mais attention, parce que comme je suis dans telle formation, cette unité-là change totalement de sens. Je pense notamment quand tu avais ça à Warhammer 40 000 avec justement les formations en V7. ouais. Une escouade Devastator, Putain, c'était censé l'enfer. être du support. Une escouade Devastator en drop pod, c'était pourri parce que t'arrivais, tu touchais que sur du 6. Puis d'un seul coup, t'avais la formation plus le perso dedans. Ah non, les mecs, ils touchent normalement et en plus, ils ont des bonus. Waouh! Il fallait un niveau de lecture qui était vraiment pénible. Là, c'est pas le cas en fait. Tu vois tu vois un elfe avec une grande épée, tu te doutes que quand il va te la mettre dans la tronche, ça va faire mal. Donc à partir de ce moment-là, oui, alors savoir ce que c'est. Tu vois un troll, il est dans la forêt. Tu vois un troll, il est dans la forêt, il attrape un elfe. Voilà, les pommes. Et c'est parti. Voilà, en fait, le jeu est évident du premier regard. Enfin, Ouais. tu comprends ce que font les unités. Il n'y a pas de. Et comme les domaines de magie, encore une fois, sont dans le bouquin de base, tu as juste 1 à 2 sorts par armée. Encore beaucoup n'en ont pas. Au final, ça va très vite de faire le tour, quoi. Donc tu ne te feras pas avoir à la connaissance. Encore une fois, il n'y a pas le gacha. Et c'est marrant parce que justement. Tu savais pas que j'avais ce stratagème? Ah, loser. Ouais. Ok, bien joué, bien joué. Tu m'as eu grâce à ta page 14. Ah, je pouvais vraiment rien faire. et en plus, c'est paradoxal parce que moi, quand j'ai replongé dans le bouquin de règles, et sur toute cette partie commune, je me suis dit, comme tu l'as dit, on va vite en faire le tour. Oui. Et en fait, de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire le nombre d'unités le nombre de figurines dans l'unité, le fait qu'elles aient des options d'armes payantes. Alléluia, merci, putain. Tu vas avoir des gobelins ou je ne sais quoi, à poil, ça vaut que dalle. Dès l'instant que tu commences à leur mettre l'arme en plus, le bouclier, l'armure, le machin, t'aperçois qu'ils valent aussi cher que des elfes. Donc, t'as vraiment des choix entre la masse, la spécialité, le ceci, le cela, ouais. Et en fait, t'as une ouverture, mais complètement dingue. C'est-à-dire que t'as un choix, ouais. C'est l'auto, quoi. Enfin, alors que, au départ, tu dis, oh, je vais vite en faire le tour. Alors que ça ouvre un choix des possibles qui est incroyable. Alors que paradoxalement, moi, je dois dire que ça fait quelques années, alors c'est plus le cas en V10, mais ça faisait quelques années que je jouais mes Eldar, par exemple, à Battle, à 40 000, tout le temps de la même manière. C'est-à-dire motojet, lance de lumière, t'as ton prophète sur moto, tu lances tes sorts avant, tu fais ton Doom, voilà. Et quelle que soit la version, bon, t'équilibrais un peu, puis c'était la même chose. Bon, là, pour la V10, c'est le contre-exemple. Mais... Ouais, c'était le penchant un peu négatif de ce qu'on disait tout à l'heure. Un joueur qui jouait son armée depuis des années, la maîtrisait de A à Z parce qu'il y avait très peu de changements aussi de trucs et aussi parce que le truc était bon là. Après, t'as pris l'exemple des Eldar. Donc forcément. C'était pour te faire plaisir. Voilà. Et oui, il y avait cet aspect-là. Après, là encore une fois, je reste là où je reste dubitatif, c'est comment Game Workshop va réagir. On a pour l'instant quelque chose de très bon en termes d'équilibrage. On a pour l'instant un jeu qui offre tellement de promesses qui est beau. Moi, j'ai envie que le jeu poursuive sur sa lancée et reste d'aller dans une bonne direction, c'est-à-dire un hobby associatif, un wargame associatif sur le temps long où on peut prendre le temps de s'amuser, quoi. Ouais. Parce que là, actuellement, c'est un bijou qu'ils nous ont fait. Hein. Ah ouais, là, ça donne envie de faire des armées de... Enfin, ça donne envie de faire des petites forces, entre guillemets. Alors moi, je sais que je suis un fan des petites forces comme ça, qui grossissent après au fur et à mesure du temps. Mais ça donne envie de... Moi qui n'ai jamais joué nain, ça me donne envie de jouer nain. C'est pour te dire. Là, c'est grave. Bah, tu sais que même moi, j'ai théorie crafté une liste au elfe. Hein. Ouais, tu vois où on en est? Ah non, mais je veux dire... Mais jamais à l'abri d'un bon jeu. Je me suis vite repris, hein, je l'ai effacé. Hein, mais j'y ai pensé. Tu y as pensé. C'est déjà... Enfin, voilà. Alors, on va... Alors,
Tu disais, chose aussi que j'ai trouvé très juste dans ton analyse, des règles importantes mais non cruciales, c'est-à-dire qu'effectivement, je reprends ce que tu as dit, mais effectivement, on perd rarement à cause d'une règle oubliée, voire même d'un point de règle oublié globalement sur la table. C'est-à-dire que bon, t'as oublié que tu avais, je sais pas, une connerie, arme empoisonnée. Ouais, ok, ça va pas. C'est ça, tu auras fait 5 ou 6 attaques en statistique, ça fera gagner une blessure. Si tu blesses à 4 derrière, il y a 0,5 blessures de différence. Bon, sur une résolution où tu vas avoir 5 à 6, oui, peut-être que c'est là où tu aurais transformé une défaite mineure en égalité. Mais au final, oublier une règle, c'est pas grave. Non. C'est le jeu où t'as pas l'impression que tu perds parce que t'as zappé un truc, quoi. Et oui, tu dis, ah ouais, non, mais attends, j'aurais pensé à ça. Là, j'aurais peut-être pu aller, du coup, je serais peut-être allé sur telle figurine, etc. Ça t'aurait ouvert des choix en plus, mais t'es pas défaitiste, en fait, en disant, non, mais attends, je suis vraiment trop con, j'ai oublié que j'avais ma nouvelle résistance, mon nouvel insensible au nouveau type de blessure mortelle, tu vois. C'est ça, qui change exactement. totalement le game et qui change totalement un codex. Là, c'est pas le cas. Et du coup, c'est moins grave, parce que, encore une fois, la létalité est plus faible, les sauvegardes, les enchaînements, etc., sont plus bas que dans la plupart des jeux. Bon, encore une fois, il y a le contre-exemple. On est sur un jeu à triple sauvegarde. Sauvegarde d'armure, sauvegarde invulnérable, régénération. Ouais, mais bon, moi j'ai Donc, toujours même dit si que c'est du c'était 5 ça. Plus, tu peux en lancer 1, 2, 3 à la suite. Moi j'ai toujours dit que c'était le problème à 40 000. Moi j'ai toujours dit que c'était le problème le problème des alors ça a toujours été le cas qu'il y avait pas de il fallait choisir à 40 000 ses sauvegardes. Ok. Ouais. Mais je trouve que le problème de létalité de Warhammer 40 000 depuis la V9, parce que la V8, moi j'aime bien la V8. Je trouvais que elle était équilibrée en fin de V8 d'abord, et c'était moins une usine à gaz que la V7, mais ça c'était pas possible de faire pire que la V7. Non, parce que là il fallait un caddie, tu te pointais pour jouer, tu avais un caddie de bouquin. Oui. Mais la V8, moi j'aimais bien, en plus il y avait ce côté un peu aléatoire avec les cartes et ainsi de suite, qui ont fini par revenir d'ailleurs. Mais plutôt que de rajouter des blessures mortelles et un système de feel no pain, qui serait l'équivalent de la régénération à The Old World. Ouais. Moi, je pense qu'ils auraient dû introduire le fait qu'en pourcentage de lancer de dés en plus, vraiment, est important, impactant pour le jeu, c'est-à-dire que de faire un nouveau lancer, c'est-à-dire sauvegarde invulnérable, et shield no pain, bah tant pis, tu lances 3 fois les dés, et on le voit à The Old World, ça pose aucun problème. Parce qu'en fait, tu les jettes à la foulée, les trucs. Hein, je veux dire, ça va beaucoup plus vite que de mettre des modificateurs de modificateurs de modificateurs. Donc, ou d'arriver dans des règles, dans des espèces de Shifumi intellectuels, où tu as une sauvegarde invulnérable, que tu peux tenter même contre les trucs qui ignorent les sauvegardes invulnérables, sauf contre telle armée qui a une arme qui empêche les sauvegardes invulnérables qui peuvent être contre... Voilà. Arrêtez. Ouais. Ce camoulox n'a plus aucun sens. Exactement. Exactement. Bon, après, les gens ils vont dire ouais, vous êtes anti 40 000. Alors, attendez, moi ça fait 3 ans et demi que la chaîne elle existe. Je pense qu'elle s'appelle 40K Wargamers. Hein, donc on va être d'accord là-dessus. Hein, d'accord. Bon. Puis moi, c'est compliqué d'être anti 40K parce qu'en termes de lore, ça reste mon lore de référence. Ouais, c'est clair. Et c'est une version que j'apprécie pas, comme j'en ai apprécié dans le passé. Comme j'en ai pas apprécié dans le passé, le début de la V5 de 40 000, j'avais pas trouvé bon du tout. J'avais joué sur la fin de la V5 au passage en V6. C'est pas grave en fait qu'une édition vous plaise pas. Il y a plein d'autres jeux, vous pouvez jouer avec des anciennes éditions, hein. C'est pas JB que t'as reçu sur la chaîne qui dira le contraire, qui joue encore avec une édition de 2000, 99 ou de 2000. Mais en fait, il y a plein de joueurs et vous n'êtes pas le seul en fait à pas forcément apprécier. Ça reste quelque chose de subjectif d'apprécier ou pas une édition. Et ça va absolument pas dire que vous n'aimez pas la licence, que absolument. Dire, tu vois un Space Marine, même si tu en as marre de voir des sorties Space Marine et des lieutenants primaristes chez Games, tu vois un primaris, tu le vois dans ton fil d'actualité Facebook, tu regardes quand même si c'est le 90e que tu vois de l'année, un Space Marine, ça te parle parce que l'univers est comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et voilà, Game Workshop, en termes de lore et de propriété intellectuelle, ils sont loin devant tout le monde. C'est pas pour rien qu'on a Henri Cavill qui va nous faire une sortie, une série sur Amazon et tout ce qui va avec, quoi. Ah oui, clairement. Clairement. Absolument. On dit ça pour les gens qui nous regardent. C'est pas un désaveu, c'est pas on n'aime pas, c'est pas... Voilà, c'est qu'il faut toujours avoir un étalon pour pouvoir comparer, et que l'étalon de comparaison, c'est forcément Warhammer 40 000. Parce que c'est le jeu phare de Game Workshop. Voilà, et puis c'est le jeu auquel on a de vente. Voilà, moi c'est depuis 10 ans.
que Battle n'existait plus, j'ai joué. Alors qu'avant, je jouais beaucoup plus à Battle qu'à 40 000. Vraiment, j'ai vraiment joué beaucoup à 40 000 depuis la V6. Mais avant, je jouais que à Battle. Enfin, moi, les machins à 45 degrés avec je te tire dans le dos, mais c'est le machin truc bidule, là, je devenais fou, c'était trop. Et paradoxalement, voilà, je trouvais Battle c'est plus dans mon esprit, quoi. Mais alors, on a parlé de ça. Tu voulais parler du fait que effectivement, ce serait sans doute un jeu à tournoi. Ouais. Paradoxalement. Parce qu'effectivement, il y a une grande... C'est très transversal, les règles, donc c'est un bon jeu à tournoi, je pense, effectivement. Je pense que c'est un bon jeu à tournoi petit format, où tu fais des 2v2 avec des armées un peu sympas et tout. Je pense que c'est un bon jeu à scénario aussi. C'est un bon jeu à... ce qui manquait beaucoup dans la V8 d'ailleurs de Battle. Mais là, on sent que y a plein de choses qui peuvent se passer au niveau scénaristique. Ça donne envie de créer des scénarios. Là, on retrouve la V6 d'ailleurs pour faire plaisir à JB, mais c'est vrai, on retrouve la V6 de Battle. Il y a une espèce d'émulation intellectuelle qui te donne envie de faire plein de trucs. Et par contre, tu parlais de la difficulté d'arbitrage en cas de tournoi, c'est-à-dire que il va falloir aussi, quelque part mettre des bonnes pratiques dans les tournois. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, le jeu est vraiment adapté au tournoi parce que comme il n'a pas besoin d'être surfaqué, que la létalité est déjà réduite, on n'a pas besoin d'avoir typiquement un layout de décor, des décors vraiment faits pour que la partie soit jouable et intéressante. On peut arriver ce que j'appelle moi le all-comer, c'est-à-dire tu as ton armée avec les 1500 points, les 2000 points, ou les 2 x 500, ou peu importe. Tu n'as pas besoin de trop te torturer, tu fais ton armée, elle sera jouable et tu pourras passer des bons moments avec ton adversaire. Autre avantage, le système de placement de décor. Alors, il me semble que 9e âge, c'est la même chose, mais je peux dire une bêtise. Je sais que les Américains à 40K font aussi beaucoup ça. En gros, tu mets 8 à 9 décors sur le côté de la table. Les deux joueurs vont en placer un chacun leur tour en alterné, de manière à en avoir 6 ou 7. Et voilà comment, comment les décors sont placés. Comme ça libère un peu de temps à leur gars aussi, de ne pas avoir à replacer tous les décors, encore une fois, X pouces les uns des autres. Enfin, ça peut être beaucoup plus confortable par rapport à ça. Cependant, le gros défaut, comme il n'y a pas besoin de fac ou de choses qui te réexpliquent comment fonctionne un mouvement, que tu dois utiliser le théorème de Pythagore que tu n'as jamais utilisé dans ta vie pour faire un mouvement. Et qui te le de vol. montre et qu'il est faux sur la démonstration qu'ils te font. Ouais, mais les mathématiques, c'est pas une science exacte. Et en fait, tout le monde va venir dans un premier temps avec ses habitudes de jeu. Encore une fois, les habitudes de jeu vont être un petit peu perturbées parce que on a nos vieux joueurs qui ont 3 autres versions, 4 autres versions dans les pattes et qui sont dire non, un char ça fait pas de marche forcée, ça n'a jamais fait de marche forcée un char. En fait, The Old World, si. Et du coup, voilà, on va avoir chacun nos petites mauvaises habitudes et les arbitres, je pense que les arbitres de The Old World, dans un premier temps, à la fin de la journée, ils vont en avoir plein les pattes. Parce que il y a beaucoup de choses où on a des automatismes, certains joueurs ont des automatismes qui viendront de leur groupe de jeu. Et il va falloir se confronter à se mélanger un petit peu, découvrir comment fonctionne notre asso, etc. Et dans un premier temps, les arbitres, je pense qu'ils vont beaucoup intervenir. Moi, j'ai vu des joueurs qui jouent depuis peut-être 10 ans, même maintenant 15 ou 20 ans, pardon, on peut rajouter des dates, qui ont enchaîné V8, 9e âge, etc. Ils ont fait 15 parties de The Old World, vraiment, ils sont arrivés à la 15e. Et c'est moi qui leur ai dit, vous savez que les gars, pour les charges, vous additionnez plus les 2d6 ? Ah bon, c'est plus grand? Ah bah ouais. Ah ouais, du coup, c'est moins fort. Bah ouais, je dis ouais, Et des fois, il y a des trucs où tu passes à côté. Moi, il y a pas longtemps, pareil, sur un Discord, il y a un mec qui a dit, ah, t'as vu, je peux prendre tel objet magique, je peux le multiplier parce qu'il y a un astérix, machin, j'y ai pas pensé. Je dis, ah putain, c'est bien, c'est fort, machin. Il y a plein de trucs, en fait, où ça va être un petit peu contre-intuitif. On va dire, le mec, il est en train d'entuber les règles. Non, c'est juste que c'est pas le même jeu. C'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle édition qui reprend beaucoup d'éléments, mais il faut vraiment arriver à le lire depuis zéro. Et ça va être dur pour les arbitres parce qu'ils vont avoir plein de vieux hobbyistes qui vont arriver avec toutes leurs habitudes, toutes leurs certitudes. Et il va falloir trancher, il va falloir dire, écoute, non. Les vioques, exactement. Il va falloir être capable pour l'arbitre de dire, écoute, on joue comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne manière ou pas, mais ça sera ma décision arbitrale. Et puis, après, on en rediscutera sur le Discord de l'asso, sur le truc. On s'insultera sur Facebook si tu veux. Mais voilà, on reste sur ça et
ça va être je pense que ça va être les petits moments un petit peu marrants en début de version. Bah, moi, j'ai fameux envie. à mort l'arbitre avec Eddie Mitchell sera toujours de... Moi, j'ai envie de faire des. Alors, non pas de faire des tournois, mais de les organiser. Je sais pas pourquoi, là, en ce moment, j'ai envie d'amener des gens sur des tables et qui jouent à The Old World, quoi. Enfin, vraiment pour savoir, peut-être je me trompe complètement et le jeu prendra pas et machin, mais je me dis que si tu veux, c'est un petit peu comme une bonne série ou un bon film. Donc tu sais que si les gens ils vont se faire plaisir. Ils auront pas payé leurs 15 balles pour rien, quoi. Tu vois, contrairement à certaines séries, j'ai pas l'impression. Tu sais, souvent t'as beaucoup de séries où tu dis, alors la série est fantastique, hein. Par contre, il faut juste te forcer sur la première saison parce qu'elle est, ça a un peu du mal à partir. Ça, c'est l'argument que tu sors quasiment systématiquement. Je le sors le premier, hein, je pense à la série The Office. Mais typiquement, le jeu est bon de base en fait. Ouais. À partir du moment où tu as testé, t'es content en sortant de là. C'est clair. Là, c'est le retour que j'ai des premiers joueurs. Mais c'est bon à savoir qu'on aura bientôt un tournoi organisé par 40K Wargamer. À Angoulême, par exemple. J'en discutais hier avec les gens, avec le vice-président de l'AJH d'Angoulême. Donc il y aura quelque chose qui va se faire très rapidement. Mais ça peut se faire ailleurs. Hein. Ça peut se faire ailleurs. Ça peut se faire dans le Nord, par exemple, ou en Picardie, ou en Bretagne. Ça peut se faire ailleurs. Ça peut se faire ailleurs. Des fois, il y a des choses qui s'organisent à petite échelle, grande échelle, on sait jamais. C'est ça. Alors, en conclusion, mon cher Corbac, moi, je vais te donner ma conclusion, puis après, tu feras la tienne. Ma conclusion, c'est que vendredi dernier, il y avait une partie donc de The Old World. Il y a au club où j'étais. Et il y avait une initiation à Blood Bowl. Bon. Et il y avait... dans le cadre de la campagne, des parties de 40 000. Donc, dans le cadre de la campagne, c'est quand même des parties qui sont fun, hein, à peu près fun en tout cas. Voilà. Et à Blood Bowl, il y avait des esclandres. Alors, en plus, c'était des primo-accédants, c'est-à-dire des joueurs qui apprenaient les règles et tout, mais il y avait des esclandres, il y avait des jets de dés, il y avait des oh non, là je réussis ma sauvegarde. Enfin, voilà, c'était ça. À Battle, sur la table The Old World, il y avait oh non, le double 1, oh l'enfoiré, le double 6, le mec il jette son dé, taf, pouvoir irrésistible, ceci, cela, la charge du bout du monde, les trolls qui deviennent stupides, enfin voilà, tout le tout team quoi. Le gobelin qui jette une flèche, hop là, ping dans un elfe, paf, la figurine à 12 points qui est sur le flanc, t'es content, voilà. Et à 40 000, et c'est des joueurs vétérans hein, pourtant, mais c'était ultra sérieux. C'est pas qu'ils étaient sérieux pour être sérieux, c'est qu'ils sont obligés de rester concentrés pour pouvoir suivre leur game, sinon il y a trop de règles qui viennent de partout et ainsi de suite. Et moi, ces derniers temps, et ça fait un moment, autant sur les parties que je tourne au studio, qui sont très narratives, sur les scénarios bunker qui sortent dans les White Dwarfs, parce qu'on a aussi des White Dwarfs qui deviennent de meilleur en meilleur. Alors ça, c'est incroyable. Ça, je pensais pas que ça reviendrait. Il y a même des rapports de bataille The Old World dans les White Dwarfs, hein, non et ainsi de suite. Non, mais moi, je refais lire White Dwarf aux gens. Et je t'avoue qu'avant que je me redise que je vais réouvrir un White Dwarf, là, avant qu'on en discute là tout de suite à l'instant, là, je pensais pas l'entendre. Tu serais surpris. Un miracle de Pâques. Depuis janvier, là, leur système de bunker, là, déjà il y a du matos dedans, c'est-à-dire qu'ils te donnent deux scénarios spéciaux dans chaque White Dwarf. Un pour The Old World, un pour AOS, un pour 40 000, que ce sont des vrais scénarios spéciaux, réfléchis, narratifs, avec des vrais objectifs, avec pas de secondaire et de machin, et que tu t'éclates et que ça se joue dans n'importe quel format et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, mis à part ce genre de format-là, aujourd'hui j'ai du mal à trouver du fun, comme dirait notre ami Creed, à trouver un truc rigolo, quoi, enfin à me marrer autour d'une table. Alors, la satisfaction intellectuelle d'avoir gagné un défi pseudo, parce que bon, c'est pas les échecs non plus, il faut quand même arrêter de dire des conneries. Et ça arrive. Ah ouais, je t'ai bien eu, je t'ai fait un combo, j'ai mis mon stratagème au bon moment, j'ai gardé mes ressources de points de commandement pour le faire. Ok, et mon plan s'est déroulé sans accroc, comme tu disais au début de la vidéo. Donc je suis content, ça a déroulé. Bon, ok, j'avais mis un truc en place, ça a déroulé. Mais là, on se marre, on rigole. Ouais. Les gens, ils se marrent autour de la table. Il y a des gens qui restent toute la longueur d'une partie à regarder les parties. Il y avait il y a 3 personnes qui ont regardé notre partie de vendredi, qui est une toute petite partie, hein, merdique.
3 personnes ont regardé l'intégralité de la partie. Donc les 2h30 que ça a duré, ils sont restés autour de la table à commenter. Comme tu disais, il n'y avait pas ce côté « Ah vas-y, non, tais-toi, là, je suis concentré, non, parle pas du... » Non, on parlait « Oh putain, le troll, oh l'enfoiré !» Tu vois, ça, c'était... Ouais. Voilà. Et c'est ça le hobby, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais. Bah, il y a beaucoup d'éléments où, encore une fois, on jette très peu de dés. Du coup, les dés sont importants. Donc, là, une double save à 6 va avoir un impact de fou dans une partie de battle. Alors que dans une partie de 40K, vu que tu vas lancer beaucoup plus de dés, il y a beaucoup plus de concentration à avoir pour pas se paumer dans les dés, pour pas voler ton adversaire non plus. Parce que Ouais. te tromper entre 5 et 6 dés, ça va être un peu plus dur à battle parce que tu les as devant là. Et par contre, quand t'en lances 20, 30 à 40K, il y a plus souvent un dé en plus, en moins, dans un sens, un dé qui glisse que t'as pas bien vu. Et ils sont arrivés à un point où, en effet, le fun a laissé totalement la place à la concentration. Alors, ce qui permet, en effet, à des joueurs de haut niveau, hein, je regarde encore certaines games de 40K qui sont streamées sur des finales de GT, des choses comme ça. Les parties sont voilà, il y a un côté vraiment poussé sur certains trucs, mais en dehors de ces games-là, j'ai pas vu de mecs s'amuser pendant une partie en live, quoi. C'est dommage que ça reste à la base, c'est quand même une passion, c'est quand même un hobby, quoi. Et The Old World est beaucoup plus ouvert par rapport à ça, parce que le petit pouvoir irrésistible, le petit sort... nous, on s'est tapé des barres. Bon, encore une fois, la dernière partie que j'ai fait contre de l'Empire. J'ai 2 tests de commandement à faire sur mes packs d'orques noirs à 9 avec grande bannière. Évidemment, ils ont fui, ils se sont barrés comme des lâches. Par contre, j'ai 2 packs de gobs qui ont claqué chacun leur doublas à leur test de com. Je veux dire, j'ai des hobgoblins commandement 4, ils ont tenu, ils n'avaient peur de rien. Et ça change pas la game. Mais c'est marrant. Enfin, c'est juste drôle, en fait, dans ce cas-là. Et tu ressens pas la frustration que tu peux avoir à 40K où tu as claqué ton doublas et que le mec il te met 2d6 blessures à ton perso un peu clé derrière. Enfin, voilà, ça n'a pas le même impact, en fait. Comme la létalité est différente, tu peux plus t'amuser des jets de dés qui t'arrivent dans la tronche. Et je pense que c'est... Alors, après, c'est ce qu'on disait au début de la vidéo, c'est peut-être aussi pour ça aussi que j'ai mis un frein à 40K. C'est si la personne qui est en face de moi, je ne m'amuse pas de base avec. C'est-à-dire si on s'aime, enfin, il y a des mecs, voilà, on s'adore, on jouerait, on ferait un Shifumi, on s'amuserait pareil. On s'insulterait pareil, on boirait une bière pareil à la fin du truc. Et si j'ai pas cette relation avec la personne en face, en fait, je ne m'amuse pas. Il y a un effort intellectuel, certes, essayer de gagner, de faire ton truc. Il n'y a pas le jeu. Et là, je retrouve cet aspect jeu, vraiment le côté ludique du wargame, quoi. Eh bien, écoute, c'est exactement ma conclusion aussi, Corbac. Mon cher Adrien, pour dire la réalité des choses. Hein. Adrien Macron le maire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission organisée un dimanche de Pâques, faut quand même le dire. Donc, excusez-nous pour les petits problèmes techniques, les petits problèmes de son, tout ça. Bon, on a, pour tout vous dire, t'as récupéré ton PC hier, enfin avant-hier, donc c'était non hier, ouais. Avant-hier, voilà. Donc, non, les dimanches, ouais, vendredi soir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir fait cette émission, donc un petit peu organisée comme ça, parce qu'on avait envie de parler avec, enfin moi j'avais envie de réinviter Corbac, j'avais envie de reparler avec vous de The Old World et parce que vraiment j'ai envie, allez-y, il y a des gens qui m'envoient des messages en disant ah là ça me tente bien ton truc, je sais pas trop ouais, je dis mais vas-y, mais joue quoi, enfin joue, pose des figurines sur des socles rectangulaires, même si c'est que des socles ronds et que c'est un reliquat d'AOS. Achète-toi un début d'armée, quelle que soit d'ailleurs la marque en question, ou même un start collecting AOS. Fais-toi une petite armée à 500 points parce que c'est parfaitement compatible la plupart du temps, même pour les comptes vampires, ça marche totalement. Tu prends les comptes vampires, tu t'achètes le start collecting, tu peux jouer. Tu as 500 points, et même, c'est même assez fort parce qu'il y a des guerriers de sang, des chevaliers de sang dedans. Mais du coup, tu peux en mettre que... Quoi ? Ouais, soyez sympa avec vos adversaires. Prenez pas ce start collecting là, s'il vous plaît. Gardez vos amis s'ils veulent découvrir le jeu. Mais non, parce que tu les joues par 4. Parce qu'ils rentrent pas par 5 à petit format. Ouais, parce que moi, je connais quelqu'un qui s'est plaint récemment dans un rapport de bataille de la puissance des chevaliers sur son front, là, typiquement. Ouais, c'est ça, alors, on est sur l'étape du dessus, quand même. Non, mais bon. Après, c'est bien pour apprendre. Tu peux les jouer en chevalier noir si tu veux. Voilà. Y a pas de. Voilà. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il y a. En fait, aujourd'hui, je pense la principale difficulté, c'est de trouver
les figurines qui vont te permettre de rentrer en fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'à l'époque, bah, tu voulais des hauts elfes, c'était facile. Aujourd'hui, tu veux des hauts elfes, tu veux jouer aux elfes, bah, il faut aller vers l'impression 3D. Donc nos partenaires, hein, bien sûr, Forge 3D ou Proxy War, aucun souci. Et vous allez pouvoir vous faire des bundles. D'ailleurs, je suis en train de discuter avec Forge 3D pour créer des bundles en fait de 500, 1000 points pour que les gens ils aient pas, tu vois, enfin quelque part un peu ce que faisait Games Workshop avant et qui nous propose pas vraiment là, tu vois. Mais ils nous le proposent quand même pour les Gloom Spice Git, merci, au revoir, et ainsi de suite. Et puis on va avoir les nains qui vont sortir. Là, la difficulté, c'est que effectivement, les boîtes de Bretonniens ou les boîtes Roi des Tombes, ben, en termes de prod, c'est pas évident, mais vous allez trouver chez les uns ou chez les autres tout à fait, enfin, les gammes qu'il faut. Tu parlais tout à l'heure de Avatar of War, c'est ça? Avatar of War, Lost Kingdom, Island, enfin, il y a des catalogues de folie. Que vous ayez un imprimeur ou pas, que vous ayez une imprimante ou pas, que vous ayez des partenaires, des mecs qui impriment directement, dont c'est le métier. Vous allez trouver votre bonheur, et à des prix qui sont souvent très très intéressants. Commencer The Old World maintenant, c'est sûrement commencer un jeu Game Workshop le plus facilement et le moins cher qu'on a pu voir depuis pas mal de temps. C'est vrai. Alors bien sûr, avec l'exception des jeux d'escarmouche à 5 figurines, mais bon, quand je parle plus de wargame, vraiment de wargame, quoi. Absolument. Je suis d'accord. Avec cette difficulté que avant, effectivement, bah, tu rentrais dans un Games Workshop, tu achetais des boîtes, là c'était bon. Et là, il y a ce petit gap là qui est pas toujours évident, mais après, honnêtement, notamment chez les anciens, il y a des mines d'or partout. Ça, tu ouvres des placards, il y a des armées de battle hein, qui traînent, hein, donc il y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup Corbac pour cet échange. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était cool. J'espère qu'on aura l'occasion de faire ça régulièrement, honnêtement, parce que sur ce sujet-là, notamment sur The Old World, sous format un petit peu talk show, peut-être qu'on le fera aussi peut-être en direct, si techniquement on arrive à se mettre au point, ce qui permettra aussi aux gens de la communauté d'interagir avec toi et de te poser des questions directement. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr soutenir la chaîne par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo, et que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez de nombreux avantages chez nos partenaires, et notamment moins 20% sur Games Workshop chez Click29, moins 15% chez Torek, moins 10% chez Stratemat, moins 10% chez Forge 3D. Bref, je veux dire, c'est presque d'intérêt public, c'est comme la Sécu, quoi. Il faut s'abonner, s'abonner et mettre son Tipeee pour 40K Wargamers TV. Je te vois te marrer. C'est bien que ça quand je fais mon commercial et que je suis mauvais comme c'est pas permis. C'est pas ça, mais voilà, une chaîne YouTube, ça coûte, il y a de l'investissement et il y a plein de manières en fait d'aider la chaîne de manière directe ou indirecte. Donc il faut les mettre en avant, il faut que les gens pensent à ça, quoi. Merci, tu vois, tu le fais beaucoup mieux que moi en une phrase, c'est beaucoup mieux. On se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise... Chagat n'est rien. Eh oui.